Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv pour cette émission exceptionnelle pour le troisième tour, la fin des législatives. Et donc un invité aussi exceptionnel ce soir, Francis Lalanne, avec nous sur Meta TV. Bonsoir, bonsoir Francis. Bienvenue sur ta chaîne. Alors un peu fatigué, éprouvé de cette campagne, je sais que ça a été... c'est une course de fond là. Tu sais, là je reviens de Lille. J'étais en soutien de Mohamed Bousnane, notre ami Mohamed, qui est sur Lille. Et tu sais que pratiquement tous les jours, puisqu'on a dans notre mouvement, on a 500 candidats dans toute la France, je suis allé sillonner la France pour soutenir l'un, soutenir l'autre. Parfois je faisais même 3 villes dans la journée. C'est vrai que là, tu vois, j'étais dans ce rythme qui est celui du match, tu vois ce que je veux dire. Tant que tu joues le match, tu veux pas sortir du terrain, tu sens pas la fatigue, mais là, tu vois, sur les derniers kilomètres... C'est comme les prolongations, quoi. C'est, à la fin, ce qu'on a fait ensemble, là, déjà, là, l'autre jour, sur la gare, où, en plus, tout d'un coup, on voit arriver, c'est merveilleux, mais comme ça, la chaîne parlementaire sur la gare, alors qu'on n'arrive pas à avoir une seule émission depuis 2 mois. Ça a été vraiment... si tu veux, pour moi, le bilan de cette aventure, c'est je crois que c'est je pense que jamais on a subi autant de déloyauté et j'allais dire, de triche institutionnelle. C'est que ce soit le CSA, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit, je dirais même, la confrérie des médias sous influence, etc. Jamais on ne s'est acharné autant sur les mouvements comme le nôtre, qui sont des mouvements minoritaires, finalement, et dont on se demande pourquoi on a besoin de leur enlever le peu de chance qu'ils ont de s'exprimer. En fait, c'est comme si, en haut, ils considéraient que nous sommes un problème dans leur engrenage. Et un peu le grain de sable dans la machine, des fois, qui peut te faire dérailler, parce que c'est la première fois cette année où il y a autant de candidats indépendants, où il y a on le sent bien, un espèce d'élan citoyen, je sais pas. C'est une espèce. Oui, une espèce, oui. Pas toi, tu vas être notre député, tu peux pas dire un espèce à l'Assemblée nationale. Une espèce, oui. Bon, il faut dire tout le monde, c'est toujours une espèce. Ouais, on dit pas un sorte, on dit une sorte. Oui. On dit pas une genre, on dit un genre. Et on doit dire une espèce. Une espèce, bien sûr. Une espèce, peu importe le mot qui vient après. Voilà, la parenthèse est finie. Une espèce. Non, mais on pourrait vraiment parler, soit de renouveau, soit d'élan citoyen. En tout cas, il y a une volonté populaire, profonde, de renouveler, pas seulement, comme on nous le dit, le personnel politique, mais profondément les institutions, les règles, le fonctionnement de la politique. Alors, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est, je pense, ce qui anime vraiment chaque Français. Mais alors, il y a ce malentendu En Marche, si tu veux, qui vient vampiriser, mais pour des raisons cosmétiques, cet élan, et se prévaloir de cet élan, 1, pour l'arrêter, 2, pour le récupérer, 3, pour l'absorber. Et ça, je pense que les Français vont pas tarder à s'en apercevoir. En tout cas, je le souhaite, je l'espère. Il faut bien comprendre que non seulement à tous ceux qui pensent qu'on est sorti du système avec le nouveau président et la proposition de néo-parti qu'il fait aux Français en leur faisant croire qu'il est en train de mettre la société civile aux affaires, c'est juste la recomposition d'un parti unique, tout puissant, consensuel, une espèce de France du centre mou, qui va isoler à droite et à gauche des extrêmes qui ne vont même pas pouvoir s'unir entre eux, donc ils vont être pratiquement... Voilà, il y aura le gros centre au milieu. Voilà, avec tous les pouvoirs concentrés et
entre les mains de l'oligarchie et de la monarchie qui s'accomplissent. Tu vois, c'est très bizarre parce que tu es soit en oligarchie, soit en monarchie. Là, c'est une espèce de mariage entre un principe oligarque et un principe monarchique. C'est très, très dangereux ce qui se passe. Parce qu'en plus, ça se passe avec le sourire, avec des gens qui ont l'air gentils, qui sont d'ailleurs réputés pour l'être, tu vois. Je trouve ça effrayant. Mais ce qui est clair, c'est que non seulement on n'est pas sorti du système, mais on est en train de s'y enfoncer, parce qu'en fait, on a relooké les choses, et les gens ont tellement envie d'y croire qu'ils ont besoin d'y croire, qu'ils se disent, bon ben non, mais voilà, tu vois, si tu commences à évoquer ce que je dis, on te dit, non mais Francis, t'es parano, c'est la théorie du complot, c'est machin, c'est ça. Ah bah oui, c'est l'argument facile. Oui, mais ça c'est le taser idéologique facile, ça permet de virer le débat. Bah oui, comme ça t'arrêtes, il n'y a plus de débat. C'est la grande phrase tu vois, des concombres masqués, tu vois, des bobos du politiquement correct. Tu vois, ça, non mais tu ne peux pas évoquer. Mais un jour, le gars me dit, mais vous êtes complètement paranoïaque. Je fais, mais écoutez, peut-être, mais vous savez que même les paranoïaques ont des ennemis, quoi. Ce que je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que la paranoïa et la crainte abusive de l'ennemi, ou tu vois, la peur, comme ça, mais un paranoïaque peut avoir des ennemis aussi. Ça existe, les ennemis. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, cela dit, comme je dis souvent, c'est très compliqué pour nous tous, tout ce qui se passe là, parce que on ne sait plus très bien comment devraient ou doivent fonctionner les institutions, on ne sait plus très bien dans quoi on est, vers quoi on va. Dans ce flou dans lequel on entretient tout le monde, il y a des gens qui, tout d'un coup, passent la vitesse supérieure pour imposer des choses. Là, tout le monde va partir en vacances. Pendant les vacances, eux ne vont pas partir. Ils vont abolir pratiquement l'intégralité des droits du travail sociaux, et des acquis sociaux que nos parents et nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait. Et quand les gens vont rentrer de vacances, je pense là, en ce moment, ils ne réalisent pas ce qui va leur arriver. Oui, mais pourtant, regarde, c'est fou ce que tu es en train de dire, parce que on sait à l'avance, on va dire, Macron, c'est pas caché de son programme. Ah non, non. Alors ça, prépare. On est d'accord. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, mais il prend personne en traître. Il en est presque, tu sais, c'est presque pour moi l'insolence de l'oligarchie de nous montrer vraiment, on va dire, à découvert son programme en disant ça va être ça. Et voilà, il a dit je vais foutre à terre le code du travail. Il va au MEDEF, voilà, il se fait applaudir parce que justement il dit moi je vais faire les ordonnances en été pour pas qu'il y ait de manifestation, etc. Enfin, il fait vraiment, il ne cache pas son jeu et pourtant, je voyais encore, il était crédité de 30% des voix, c'est-à-dire il aurait évidemment le plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée et peut-être bien le plus grand groupe qui ait jamais eu, c'est-à-dire même les socialistes et précédemment la droite n'auraient pas eu un aussi gros groupe. Donc c'est complètement dingue, c'est-à-dire que les gens, pour moi, j'ai l'impression de cette image un peu comme un peu comme d'ailleurs sur la profession de foi, voilà, c'est des bestiaux qui vont à l'abattoir. C'est-à-dire que, et en plus ils sont informés, on leur dit, mais attendez, vous savez, là c'est la grande boucherie, et ils y vont tous. Et pourtant, il y en a pas, ils ne réagissent pas. Alors, c'est quoi ? C'est la propagande médiatique ? Oui. C'est ça, tu penses ? Oui. Parce que moi, je pense qu'elle a un énorme poids. Non, mais il faut bien être conscient des choses, parce que quand on parle de lui n'est que, à mon avis, la marionnette d'un pouvoir qui tire les ficelles. Lui, on va dire notre nouveau monarque. Il est très bon, d'ailleurs, dans son rôle, mais je pense que c'est pas lui qui tire les ficelles, c'est le pouvoir plutocrate qui l'anime, qui l'a pris, on ne savait pas qui c'était, et qui... en un an, ils nous en ont fait mais ça, c'est le triomphe absolu du marketing médiatique, la démonstration absolue de la puissance médiatique aujourd'hui, de ce qu'elle est capable de générer dans l'inconscient collectif, chez des gens qui ont malgré tout un sens critique, c'est-à-dire que il y a des gens que je connais qui sont pas des abrutis, tu vois, qui sont pas, tu vois, comme
ont un sens politique, qui ont une réflexion, qui ont une culture, et qui... Tu vois, moi, quand je les vois, ça me fait l'impression de gens dans une secte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah un peu, ouais, Moi, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, un gourou avec une secte. C'est-à-dire qu'il y a... Je pense qu'il y avait tellement besoin de quelque chose de nouveau, différent un peu. Non, mais si tu veux, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. C'est l'image, l'image, tu vois, de cette jeunesse, de cette gentillesse, de ce renouveau, en fait, l'image de tout ce dont on a besoin. Tu vois, c'est l'art de montrer une image qui correspond à tout ce dont on a besoin. Ça, c'est la puissance médiatique, de la propagande qui a décidé de faire élire cette personne, qui a organisé, qui a créé les impacts conscientiques qui ont permis de mettre en place ce qui se met en place. Tout ça a été conçu, pensé avant que ça se produise et imposé de manière, j'allais dire, par l'influence qui a été exercée sur la conscience collective. Et ça, c'est le pouvoir aujourd'hui de l'image qui est très puissant puisqu'il vient s'emparer même de gens qui veulent tu vois, qui sont dans la méfiance, qui veulent pas vraiment, et puis finissent par être emportés par... Et c'est aussi la combinaison de ce pouvoir-là avec le cadre institutionnel qui est un cadre fait pour maintenir l'État jacobin au pouvoir, pour maintenir cette espèce de domination que le pouvoir jacobin veut exercer sur la nation. Tu vois ce que je veux dire? C'est la situation dans laquelle on a basculé, c'est que notre République, qui se définit comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, est devenue le pouvoir de l'État, par l'État, pour l'État. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'État et qui est cette espèce de construction. Une espèce de machine vampire, mais qui est autonome. En plus, nous, on n'a plus l'impression qu'elle ne travaille plus pour nous, qu'elle est plus... Elle travaille pour sa préservation. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, cette machine composée par des gangs, des sectes mafieuses que sont des partis politiques qui, finalement, ont le même intérêt. Ce sont des machines à générer de l'argent. C'est un syndicat de placement. Ça, il faut expliquer aux gens, parce que je ne sais pas si tout le monde sait combien ça rapporte les voix des élus aux partis politiques. Ça, il faut leur dire, parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, par exemple, c'est financièrement plus intéressant, par exemple, pour Madame Le Pen aujourd'hui d'être dans l'opposition que d'être au gouvernement, potentiellement. Parce qu'au gouvernement général, tu vas perdre un petit peu... c'est compliqué, tu dois prendre des décisions, des responsabilités, tu peux t'attirer des inimitiés, tout d'un coup tu vas perdre des députés, tu perds de l'argent. Quand tu es dans l'opposition, tu récupères le mécontentement, la contrariété, donc tu as plus de chances d'avoir plus de députés, donc tu vas gagner plus d'argent. Et tout ça, si tu veux, on est arrivé vraiment à une situation politique grave, qui est qu'aujourd'hui l'État, c'est-à-dire l'entreprise constituée par les gens qui gouvernent la nation, eh bien, a pris le pouvoir et s'est arrogé la souveraineté nationale, alors que la Constitution l'interdit. Parce que dans la Constitution, il est bien dit que la souveraineté nationale, c'est le peuple. Elle appartient au peuple. Ouais. Voilà. Mais il y a eu des forfaitures, par exemple le traité constitutionnel. Les Français ont dit non au référendum. Sarkozy l'a passé en 2008. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple, quoi. On nous explique que l'élu du peuple, l'élu du peuple, la volonté de l'élu du peuple prévaut sur la volonté du peuple. Oui, c'est le président de la République qui doit empêcher ça, qui organise ça. On est dans un chaos absolu qui est l'inversion des valeurs par ceux qui en sont les garants. Et
je pense que dans ce contexte-là, on a créé l'image, mais comme on crée un produit et on vend un produit en marketing, on a créé exactement l'image dont les gens rêvaient, sauf qu'il faut bien comprendre que ce n'est qu'une image. C'est ça, je pense que les gens n'ont pas encore compris, c'est que c'est une image. Et c'est compliqué aussi parce que, je dis souvent, tu vois, quand le sélectionneur de l'équipe de France, par exemple de foot, machin, sélectionne des joueurs, tout le monde veut un tel ou un autre joueur. Ah, une fois que l'équipe de France, elle est formée, le sélectionneur a fait son choix, bah, ça devient la France, l'équipe de France. Tu vois. Et donc, voilà, ça y est, il n'y a plus à discuter de tel choix ou du bien fondé. Ça y est, c'est l'équipe de France, il faut être derrière elle, il faut l'encourager, il faut encourager l'équipe de France. Là, on voit bien ce qui s'est passé avec l'élection du président. Là, on est en train d'en parler, on sait ce qui s'est passé, on sait quel est le mensonge enfin, on devine. Parce que... disons qu'il y a eu un candidat qui a été promu par l'oligarchie depuis le début et on nous a dit c'est lui que vous aurez comme président. Voilà, et à la fin, il est vraiment président. Et on a fait comme on nous a dit de faire, etc. Voilà. C'est vraiment comme à des enfants à qui on aurait appris une leçon, on leur a dit ça va se passer comme ça, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et ça va se passer comme ça. Mais il se trouve que maintenant on est dans cette situation et que ce gouvernement, c'est la France. C'est comme l'équipe qu'a choisi le sélectionneur, ça devient l'équipe de France. Et on doit, nous, à ce moment-là, devenir des patriotes français au service de la France, et donc on doit se mettre au service de ce gouvernement. Et là où ça devient diabolique, c'est que si on veut être un tout petit peu, comment dire, on ne tire pas sur une ambulance, tu vois, surtout si l'ambulance, c'est la France. Et là, on est tous, nous, les citoyens, nous qui sommes citoyens qui sommes en train de nous lever pour essayer d'établir et de faire entrer l'indépendance à l'Assemblée nationale. On voit bien ce qui se trame, on en est conscient, on doit alerter les gens sur ce qui se trame parce que c'est notre devoir. Et en même temps, on ne peut pas faire de l'obstruction systématique vis-à-vis d'un personnel qui représente les Français et la France. On est dans un piège tragique. Et c'est contre ce piège tragique qu'on se bat. Et je dirais, et c'est pour ça qu'on se bat, pour la vision que nous avons du paradigme politique. Et tu vois, c'est cette vision-là qu'on n'a pas la possibilité d'expliquer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on ne nous donne pas la parole. Moi, j'ai envoyé des lettres aujourd'hui et pendant toute la semaine au CSA, et je pense qu'on ne va pas en rester là. Je pense qu'on a fait protestation et ça. Nous, l'Alliance écologiste indépendante, 100%, on a eu zéro émission. Aucun de nos candidats n'a été invité pour parler de son projet. Parce que les règles pour les législatives, il n'y en a pas, je crois. Si, il y en a. C'est quoi leurs règles exactement? Alors, la règle du CSA, c'est absolument incroyable, mais en gros, si tu veux, plus tu as d'importance au niveau des partis représentés, et plus tu as de temps de parole. C'est-à-dire en sondage, c'est ça? Non, c'est sur plusieurs critères, qui sont des critères réels. Le nombre de députés que tu as, le nombre... Il y a plein de critères, mais voilà. Tu as les partis représentés, les partis non représentés, les partis qui ont accès au financement public, ceux qui n'y ont pas accès. Tu as aussi... le nombre de candidats que tu présentes, qui te donne accès à des droits, etc. Mais en fait, la logique, elle n'est pas équitable, la logique. Parce que la logique équitable, c'est que dans un pays comme la France, qui a vocation à être un État de droit, la diffusion de la parole publique, elle doit être la même pour tous,
Il ne doit pas y avoir de plus ou de moins, elle doit être la même pour tous. Et si on constate une inégalité en faveur d'un groupe qui est plus fort que les autres, alors le rôle de l'institution, ça doit être de compenser cet excès de force ou de puissance en rétablissant l'égalité des chances, si tu veux, en accordant des droits à ceux qui n'ont pas cette force qui leur permet d'avoir une position équilibrée, équitable, égale à celle des autres. Liberté, égalité, fraternité. C'est dans le blason de la République. Donc là, la position du CSA, la règle du CSA, elle est juste intégralement contraire aux valeurs de la France. D'accord ? Ok. Parenthèse refermée, c'est quand même la loi. Donc la loi, il faut la respecter. Donc tu dis ok. Donc nous les petits, on va avoir un tout petit temps de parole et vous les grands, vous allez avoir un grand temps de parole. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice, l'équité, l'égalité. Ok. Mais donnez-nous au moins notre petit temps de parole. Le petit temps de parole qu'on doit avoir, parce que c'est la loi, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, nous, l'Alliance écologiste indépendante, comme on a le nombre de députés qui nous... Enfin, j'espère, mon Dieu. Le nombre de candidats qui nous y autorisent, on a droit à passer un clip, tu sais, avant le journal télévisé. Oui, d'accord ? Oui. Et donc, le Parti républicain, par exemple, il a droit à 2 heures. Nous, on a droit à 7 minutes. On les a prises, les 7 minutes. Maintenant, nos 7 minutes de temps de parole sur les chaînes nationales, les radios nationales, on ne l'a pas eu. On n'a même pas 1 minute, même pas 1 seconde. Alors on a écrit au CSA, gna gna gna, on réécrit, relancé. Finalement, j'ai fini par décrocher mon téléphone et je suis tombé sur la direction du CSA, à qui j'ai dit, maintenant ça suffit. Okay ? Et on nous a dit en gros que oui, non mais bon, ça pouvait leur échapper, mais que bon, ils avaient tellement de choses plus importantes à régler. D'accord. Alors tu vois, là j'ai écrit au CSA aujourd'hui, je leur ai expliqué, je lui ai dit voilà, errare humanum est, d'accord, l'erreur est humaine, mais perseverare diabolicum. Persévérer dans l'erreur, ça c'est diabolique. Okay ? Et s'il est bien entendu que persévérer ou persévérer dans l'erreur est une turpitude, alors il ne faut pas oublier qu'en termes de droit, et excuse-moi s'il faut parler en latin pour se faire comprendre, nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et en l'occurrence, même si cette turpitude ne l'est pas, personne ne peut se prévaloir de ses erreurs, en justifiant le fait que nous avons été grugés de nos droits par le fait qu'ils ont commis une erreur. Qui va réparer cette erreur ? Là, aujourd'hui, ce soir, les élections, la période donc, du temps de parole s'arrête à minuit. Et nous n'aurons jamais pu, nous l'Alliance écologiste indépendante, nous 100%, nous n'aurons jamais pu expliquer aux électrices et aux électeurs français quel est notre projet. Oui, c'est vrai. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, je ne sais pas combien vous êtes à nous écouter en France qui, dimanche, allez voter. Je vous en prie, essayez, vous, de rétablir l'égalité des chances et recherchez dans votre bureau de vote le candidat que vous ne connaissez pas, puisque vous n'en avez jamais entendu parler, qui représente l'Alliance écologiste indépendante, ou le mouvement 100% qui s'est fédéré autour de l'Alliance écologiste indépendante, ce collectif de 25 mouvements écologistes, citoyens, végétalistes, animalistes. Et voilà, ces gens qui existent, nos 500 candidats que vous n'avez jamais pu rencontrer, dont vous n'avez jamais entendu parler, allez les rencontrer ce jour-là dans le bureau de vote et votez pour eux, juste pour rétablir l'égalité des chances. Vous qui avez décidé de ne pas voter, parce que vous êtes conscient de tout ce dont on est en train de parler, de ce qui se trame, du caractère pratiquement aujourd'hui, du fait qu'il est vain de même essayer de se révolter, puisqu'on est écrasé en permanence par le pouvoir institutionnel, médiatique, etc., etc. Eh bien, plutôt que de voter blanc ou de rester chez vous, votez pour nous, donnez-nous une chance d'y aller. Donnez-nous une chance d'y aller. Et nous, on va vous expliquer pourquoi on veut y aller. Il faut l'expliquer. Qui on est, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on propose. Nous, on est un collectif, on n'est pas
On n'est pas un parti politique, on est un collectif. On fonctionne sur des bases techniques d'un parti politique, mais pas sur les fondements, j'allais dire, de l'esprit d'un parti politique, qui est un fondement mafieux, de secte, avec des récompenses, des punitions, non mais voilà, des exclusions, des détournements, Nous, on est un collectif, c'est-à-dire ce qu'on prône, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que toi, là, vous avez un candidat indépendant. Ah oui, c'est ce que j'explique aux gens, c'est dur. Tu sais que ce que tu viens d'expliquer. Vas-y, à toi. Non, mais c'est fondamental. Il faut expliquer l'indépendance. Qu'est-ce que c'est fondamental? l'indépendance? C'est-à-dire l'indépendance des candidats, c'est-à-dire que, voilà, c'est un collectif qui présente des candidats, mais les candidats restent indépendants. C'est pas comme si, c'est pas l'UMP, c'est pas le PS, ce n'est pas, d'ailleurs, comme on m'avait dit, moi, dans une formule à l'époque où j'étais à l'UPER, on me disait, mais vous savez, un parti politique, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Parce que... Oui, oui, parce que c'est une mafia, voilà, avec des gangs, machin, et là... Voilà, mais au moins, non, mais c'était clair. Mais c'est clair, c'était clair, ouais. Au moins c'était clair, et dans l'absolu, en plus, c'était vrai. Donc, parce qu'un parti politique, il y a une espèce de discipline de parti, tu peux pas y échapper. Non. Après, tu te plies. Sinon, t'es viré. Et tu es viré, ouais. Ou, en plus, c'est mauvais joueur parce que tu acceptes la règle, tu le sais au départ. Donc, c'est un peu comme si on vous présente les règles du jeu, et puis, voilà, vous dites, j'accepte ou pas de jouer la partition. Bah, si j'accepte, évidemment, je suis censé accepter les règles. Donc, vous acceptez, c'est par consentement. Mais néanmoins, vous acceptez, en gros, voilà. C'est par consentement en l'absence de choix. Parce qu'il y a quand même des gens sincères dans les partis politiques. Bien sûr, et ils veulent agir et ils veulent arriver aux responsabilités. Ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver en dehors des partis. Donc ils y vont, mais ils n'y vont pas toujours pour s'enrichir. Vous savez, des fois, ils y vont parce qu'ils veulent vraiment agir. Mais ils ne peuvent pas faire autrement, il n'y a pas le choix. Nous, on veut créer le choix. Si nous, on installe l'indépendance à l'Assemblée nationale, on va créer le choix. Et surtout, on va montrer que c'est possible. La base de ce que nous défendons, elle est super simple. Hein. Franchement, on peut l'expliquer de manière très simple. Un électeur, il va élire un candidat. Donc, le candidat élu par l'électeur, ça s'appelle un élu. Ok ? Qu'est-ce que l'élu ? Ben, l'élu, c'est celui qui est au service de l'électeur, voilà, et il est donc là pour recevoir ses ordres. Hein ? Le donneur d'ordre, c'est l'électeur. D'accord ? Normalement, dans une démocratie, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que normalement, l'électeur, il va élire un candidat, et donc l'électeur va être le donneur d'ordre, et l'élu, celui qui doit les exécuter. C'est comme ça. Dans le cadre institutionnel qu'on nous impose, et qui est ce que le général de Gaulle appelait, en parlant de la 4e République, celui de la dictature des partis. C'est-à-dire que tout doit passer par les partis, qui normalement doivent concourir à l'expression de la démocratie, pas la confisquer. Ça, ce que je dis, c'est dans la Constitution. Lisez la Constitution, je vous en supplie, lisez-la. Je crois que c'est l'article 4 ou 3. Ah, tu fais pas assez l'idole. Non, mais je crois que c'est l'article 3, je crois. Les partis concourent à l'expression de la démocratie, le référendum. Et aussi à la souveraineté nationale. Oui. C'est bien marqué. Mais ils y concourent. Ils ne sont pas là pour la confisquer. Non, ils y concourent, mais normalement, ils sont un peu obligatoires. Oui, mais le mot, c'est concourir, c'est pas confisquer. Oui. Là, ils confisquent. Ok, donc revenons au scénario normal d'une démocratie. D'accord ? L'électeur élit un candidat. L'électeur, il doit rester le donneur d'ordre. Et l'élu, celui qui doit les exécuter. Dans le piège institutionnel où nous nous trouvons, il y a cette entité qui s'appelle le parti politique et qui va interférer dans la relation entre l'électeur et l'élu. De la manière suivante, c'est-à-dire qu'une fois que l'électeur a élu son candidat, eh bien, le candidat, il ne reçoit plus ses ordres de l'électeur, mais il les reçoit du parti qui lui a donné l'investiture. On est dans cette merde, mes amis, et on n'arrive pas à en sortir. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en sortir ? Parce que c'est ça qui corrompt la démocratie. C'est ça qui corrompt la démocratie. C'est cette interférence
système oligarque avec un système démocratique. C'est ça qui corrompt la démocratie. Et c'est ça qui est à la base de tous les dysfonctionnements de la démocratie. Et donc, pour restaurer la relation normale, qui est la relation démocratique entre l'élu et l'électeur, il faut des indépendants, il faut de l'indépendance. Il faut des candidats qui ne reçoivent aucun ordre d'un parti. Ce qui est notre cas. Jean-Marc Governatori et moi, qui avons cofondé l'Alliance écologiste indépendante et qui coprésidons aussi le collectif 100%, on organise, on anime et on finance la liberté de nos candidats, l'indépendance de nos candidats. Et alors vous allez me dire, mais n'importe qui peut venir. Non, n'importe qui ne peut pas venir, mais les choses, on en parle avant. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on se réunit ? Voilà. Comment est-ce que Jean-Marc Governatori et moi, on a réuni ces 25 mouvements politiques qui se sont fédérés dans ce collectif ? Eh bien, on a discuté des valeurs qui nous rassemblaient. On a identifié les valeurs essentielles qui nous rassemblaient et on s'est réunis autour de ces valeurs. Alors, ces valeurs, c'est quoi ? C'est la co-responsabilité. Hein ? Nous, on n'est pas dans le principe qui consiste à dire que l'État doit prendre en charge la vie des citoyens en les déresponsabilisant, en les désocialisant, etc. Et qu'après, il faut qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire, puisque de toute façon, on les prend en charge. C'est l'État providentiel, tu vois. Oui, alors, voilà, on voudrait que... Alors, c'est quoi votre programme pour qu'on n'ait plus de problèmes là et là et là ? Et tu as un gars qui dit, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela, et qui fait bien sûr jamais ce qu'il dit qu'il va faire. Okay ? Nous, on n'est pas sur cette base-là. On n'est pas non plus sur la base de l'hyperconsumérisme, tu vois, le monde croissant, la croissance. Pour être heureux, tu es obligé d'avoir un écran Full HD, une montre à 20 000, une bagnole à 150 000, etc. Il faut être milliardaire, c'est le discours du présidentiel épouvantable. Donc, tu vois, c'est du stress, on n'est pas là. Nous, on est sur la co-responsabilité. Nous, on pense que chaque citoyen, il a sa part et son rôle à jouer dans l'organisation et dans le fonctionnement de la vie sociale. Et qu'il faut que les structures de la société lui permettent et lui donnent les moyens d'agir dans ce sens, au lieu de l'écraser. Mais pour ça, il faudrait que, par exemple, il y ait par exemple, l'utilisation, comme le prône Étienne Chouard, du tirage au sort, par exemple, dans les institutions. Ça pourrait être une assemblée de citoyens, ça peut être dans les tribunaux, ça pourrait être même justement au CSA, voilà, ça pourrait être dans tout un tas d'endroits où, en fait, parce que les citoyens, il y a quand même une aberration, c'est que pendant tous les 5 ans, en fait, on te convoque, on te dit, voilà, là, ça se passe, on te demande ton avis pendant, ça dure 1 mois et demi avec les présidentielles et législatives. Et puis après, c'est terminé. Après, tu pars à la poubelle. Au revoir, monsieur. Rendez-vous dans 5 ans. Voilà, rentrez chez vous, rendez-vous dans 5 ans. Et puis on se revoit, et puis c'est ressorti, et puis on ressort, voilà. Et pendant ce temps-là, les gens, ils ressassent. Voilà. Il n'y a plus de moyens d'action, il ne se passe plus rien. Or, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de me dire, mais la politique, c'est tout le temps. C'est tout le temps, tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Normalement, donc cette prise, en fait, du citoyen, elle devrait être constante. C'est pas tous les 5 ans. Non. On attend 5 ans. Tous les jours. Tous les jours, on devrait devoir s'occuper de notre destin commun. Et justement pour ça, nous, 100%, nous, l'Alliance écologiste indépendante, toi et moi, ici réunis, nous, on propose des valeurs qui permettent de réfléchir sur les moyens, comme d'ailleurs le propose tout le temps Étienne Chouard, qui est un type, un des grands génies pour moi du XXIe siècle, et du XXe siècle aussi. Un type fabuleux, donc je vous recommande la fréquentation à tous. En fait, la co-responsabilité, c'est-à-dire le principe de co-responsabilité, si on l'adapte à tous les critères sociaux, vous allez voir qu'on change de société. Les gens, ils croient. Là, je lis les réactions, tout le monde est un peu d'accord. Ils me disent, mais le problème, c'est que ces discours-là, ils disent, nous, c'est vrai que le public est plutôt ouvert, donc il l'entend parfement, mais... ils disent, les médias, ça prend pas. On me dit, justement, c'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque. Parce qu'ils te disent que les médias vont influencer les gens à voter, en fait, dans un sens. Oui. Et en gros, ils vont quand même voter dans ce sens-là. Oui. T'auras beau leur expliquer ce que tu viens de dire. Mais là où je suis pas... Je refais voilà, j'explique un peu ce que disent les gens. Mais là où je suis pas... si tu veux, là où je continue à y croire, c'est que si on pouvait, nous, avoir accès aux médias, mais je pense qu'on arriverait à susciter l'adhésion autour de nos principes, parce que nos principes, je pense qu'ils ne sont finalement au bout du compte que
ils sont sous-jacents dans l'âme de chaque Français, mais ils n'arrivent pas à les formuler vraiment parce qu'ils n'ont pas de proposition structurée d'un mouvement politique qui leur permet de s'inscrire dans cette vision-là, qui est la co-responsabilité, qui est l'autonomie. L'autonomie, c'est très important. Nous, on pense pas que c'est à la société de dicter à chaque individu la façon dont il doit vivre. C'est exactement comme le principe Montessori dans les écoles. Moi, mes enfants, ils ont toujours été en école Montessori. C'est pas imposer aux enfants des programmes, une vision du monde, un ordre, etc. C'est partir de l'enfant, de voir comment il fonctionne et l'accompagner dans son développement. On doit partir du citoyen. Est-ce que tu veux travailler 35 heures ? Non, moi je veux travailler 20 heures. Ok, donc tu proposes quoi ? Tu comprends ce que je veux dire ? Peut-être qu'il y a des gens, ils ne veulent pas travailler 35 heures. Peut-être que des gens, ils ne veulent pas gagner 1 000 euros, 500, ça leur suffit. Peut-être qu'ils veulent gagner 2 000 ou 3 000 et qu'ils veulent travailler 60 heures. Je veux dire que chaque personne doit avoir sa vision du bonheur, sa vision du chemin qu'il veut suivre, etc., etc. Et les structures de la société doivent lui permettre ça. Tu vois, par exemple, prenons les histoires de contrats. Alors, ça peut ne pas être très, très populaire, ce que je veux dire. Là, moi, je suis absolument, vraiment hostile à la loi El Khomri. Et il y a son développement là qu'on va se prendre sur le coin de la gueule en retour de vacances. Mais ce que je ne comprends pas, pour des gens quand même qui sont croissants, qui sont dans la croissance, qui sont dans l'efficacité, qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Si, on a compris ce qu'ils veulent exactement. Ils veulent pouvoir licencier comme ils veulent sans problème. Ben, tu vois, non mais attends, tu comprends, c'est ça le truc. La flexibilité, d'accord, bien sûr il faut de la flexibilité, mais si la flexibilité, c'est l'allègement des charges, tu vois, la création de systèmes permettant aux gens de créer leur entreprise, la différenciation sans les accabler par une fiscalité excessive, etc. Si la flexibilité, c'est simplement faciliter le licenciement, si c'est la flexibilité du licenciement, je ne suis pas d'accord. Et surtout, je ne suis pas d'accord parce que c'est le CDI le problème. C'est le CDI le problème là, pour les patrons. C'est le CDI, ok ? Mais le CDI en soi, mais ils veulent supprimer le CDI. Ouais. Ils veulent le supprimer. Oui, carrément. Ouais. Okay. Mais le CDI, je pense qu'il ne faut pas le supprimer. Mais il ne faut pas non plus en faire la panacée universelle, le CDI. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont vu leurs parents se faire jeter comme des merdes après avoir donné 30 ans de leur vie à une entreprise, qui n'ont plus confiance en tout ça. Ils ont plus forcément envie de s'engager. Tu vois, ils n'attendent pas forcément après un CDI. Tu vois, des fois, ils préfèrent travailler à temps partiel, ils préfèrent avoir un CDD ou un contrat intérimaire, prendre plein de thunes et puis partir voyager pendant 2 ans et puis revenir et faire un boulot, puis changer de boulot quand ça les emmerde, etc., avoir une liberté, une flexibilité. Mais là, les gars, ils veulent taxer le CDD. Pourquoi tu vas taxer le CDD ? Facilite-le CDD. Ne supprime pas le CDI, mais offre aux gens la possibilité, à un moment donné, et aux patrons, de pouvoir embaucher des gens sur des périodes courtes, sans être tenus à une législation qui l'oblige derrière à réembaucher, à faire ceci, arriver au CDI. C'est compliqué tout ça. Tu veux de la flexibilité ? Allez, allège tout, mais ne supprime pas les droits de l'ouvrier. Ne supprime pas les droits des ouvriers. Que nos parents, nos grands-parents du monde ouvrier se sont battus, ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse en bénéficier. Oui, mais ça, c'est ce que demande l'Union européenne. Ça fait que c'est dans les grandes orientations de politique économique. Ils veulent ça. Parce que c'est le système européen qui veut nous forcer à libéraliser tout le continent pour être sur ce diapason, entre guillemets, américain, avec le TAFTA, enfin qu'on soit tous sur la même... il n'y avait qu'à voir comment elle se trémoussait du cul, la mère Merkel, quand elle a vu arriver le petit jeune. T'as vu ça, comment elle était toute... tu vois, parce que, bon, ça va, je veux dire, on le sait, quoi. Je veux dire, on est tous en train de porter les valoches de l'Allemagne. Bon, alors, il y a d'autres gens qui disent ça, dont je partage pas les idées. Je suis pas pour qu'on sorte de l'Europe. T'es pas pour qu'on sorte de l'Europe, toi, justement ? Alors, on va parler de ça. Mais avant, on va terminer et on va revenir à l'Europe. Il faut qu'on parle de l'Europe. Bon, l'autonomie, on en a parlé. Ensuite, les valeurs qui nous unissent. Le respect du vivant. Parce qu'il faut qu'on termine le chapitre sur la démocratie. Bien sûr. Le respect du vivant. La fraternité et les microcircuits. Oui, voilà. Les microcircuits. Et là, ça nous amène à reparler de l'Europe. D'accord. Les microcircuits en termes de politique, en termes économiques, les monnaies complémentaires,
Même on pourrait même imaginer des monnaies par secteur économique, tu vois, et qui ne sont pas forcément opposables aux monnaies régaliennes. On peut imaginer des systèmes où tu as une monnaie régalienne et des monnaies complémentaires, mais il faut accepter le principe des microcircuits. Il faut... la régionalisation telle qu'elle se fait est une absurdité. Là, tu vois, quand tu vois la région Champagne-Ardenne et qui va maintenant jusqu'en Alsace, ça n'a aucun sens. Un gars de la Marne, de la Haute-Marne, avec un Alsacien, tout ça, ça n'a pas... Tout ça, c'est absurde, d'accord ? En revanche, moi, je pense que le département, c'est une microstructure, à mon avis, intéressante, qui peut fédérer la vie des communes de manière démocratique, organiser une concertation profonde, citoyenne, à palier, tu vois, mais qui reste à échelle humaine et qui engage chaque citoyen, du coup, à jouer un rôle, puisqu'il peut le faire, puisque ça se passe à son échelle. Parce que le problème des macro-circuits, c'est que c'est plus à l'échelle humaine. C'est plus l'échelle humaine. Donc, tu vois, à un moment donné, l'hypercentralisation fait qu'on est coupé du pouvoir central et qu'on subit. Et voilà. Et c'est cette vision jacobine qu'il faut absolument éradiquer. Cette vision d'un État qui soumet la nation. Un État qui soumet la nation. On est exactement dans cette config-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est une forme de terrorisme, tu vois. Et c'est d'ailleurs, sous la Révolution française, ce qui a déclenché le terrorisme de Robespierre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la Révolution française qui a, hélas, inventé le terrorisme. Ah bah oui, voilà. Oui, il faut le redire de temps en temps. Bah oui, la terreur. La terreur, voilà. Bon, alors, on a dit les microcircuits, le respect du vivant. Nous, on est pour un ministère de la condition animale. On est tous végétalistes, on est tous conscients. Alors végétaliste, explique un peu parce que c'est quoi la différence avec aujourd'hui végétalien, animaliste, spéciste, il y a tout un tas de... Écoute, on va pas passer tout le temps. Non, mais juste un petit peu pour comprendre. Nous, on considère en gros, et bah, toi aussi d'ailleurs. Oui, moi aussi, mais moi toi, tu es la branche citoyenne. Voilà. Toi, tu es la branche plutôt citoyenne de notre... voilà. Mais j'ai un végan parmi nous. Oui. J'en ai un. Alors, nous, on considère, si tu veux, que le monde naturel est connecté, que le monde naturel est vivant. On considère qu'une plante, c'est vivant. On considère qu'un animal, c'est vivant, qu'un être humain, c'est vivant, et qu'il faut respecter le vivant, et qu'il faut songer en permanence à harmoniser notre vie avec celle du vivant, et ne pas se comporter avec le vivant comme on se comporte avec des objets qui sont au service de l'homme pour son bon plaisir. Il faut avoir du respect, le souci du vivant, de comment organiser notre vie dans le vivant, avec le vivant et pour le vivant. Donc ça, si tu veux, c'est une réflexion. Et alors, une fois qu'on a fait le tour de ces fondements, eh ben, on a créé un collectif. Et parce qu'on va revenir à ce qu'on disait au départ, parce qu'on a dérivé un peu, mais on reviendra à l'Europe. Ce collectif, une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on vient de dire, parce qu'en fait, on est d'accord sur ce qu'on vient de dire. Après, toi, tu es moins dans l'écologie, moi, je suis plus dans l'écologie, toi, tu es plus dans la vision citoyenne, etc. Et puis, tu vois, on est dans un même collectif. Et bien après, à partir de ce moment-là, Jean-Marc Governatori et moi, on structure, on anime, il finance ça. C'est-à-dire, le fond, on est d'accord, la forme t'appartient. La forme t'appartient, la vision qui est la tienne t'appartient pour qu'on en arrive au respect du vivant, à la prédilection des microcircuits, à la co-responsabilité, à l'autonomie, etc., etc. Alors, nous, on a plein de projets comme ça dans une programmatique. On a les SEL, par exemple, les systèmes d'échanges locaux, tu vois, où toi, tu as un aspirateur, toi, et tu veux plus l'utiliser, l'autre, il a un appareil photo, il en a marre, tiens, moi, j'ai besoin d'un aspirateur, j'ai besoin d'un appareil photo, hop, tu vois, on s'appelle la banque du temps. Toi, tu as du temps à donner aux autres toute la journée, ben, il faut qu'on sache, toi, combien de temps tu as, moi, combien de temps j'ai, ben, mon temps à moi, je te le donne, tu me donnes ton temps à toi, tu viens m'aider, etc. La co-responsabilité, la participation. Alors, une fois que ça, c'est super important que vous compreniez comment on fonctionne. Il n'y aura jamais un mot d'ordre qui sera imposé de la part du collectif, j'allais dire de la gouvernance du collectif,
aux membres du collectif. Ils sont indépendants, ils sont libres. Imaginez une assemblée nationale où il n'y ait que des représentants comme ça. Imaginez une assemblée nationale où il n'y ait que des représentants libres, qui n'ont pas un parti qui leur dise comment il faut voter, avec des lobbyistes en plus, qui passent plus de temps que les députés à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on voudrait, c'est ça qu'on... Mais donnez-nous un député, juste un, pour qu'on puisse mettre un pied dans cette citadelle. Donnez-nous cette chance, aidez-nous à vous aider. Parce que là, on n'est pas parti du tout pour ça. Là, on est parti pour sombrer dans le parti unique, avec la pensée unique, et pour accomplir le projet du gourou. On est parti là-dedans. Et on est parti, en plus, dans la joie là-dedans, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde a fumé un pétard. C'est un truc de fou. On a l'impression que tout le monde a fumé un pétard. Et puis, t'as même plus envie de dire... Tu vois, là, on émet des réserves. Loyalement, tu vois, on n'est pas en train de faire des crocs en jambes, on émet des réserves. Tu peux même pas. Ah non, mais regarde ce qui se passe, la société civile. Quoi, la société civile? Attends, est-ce que les gars qui arrivent là, de la société civile à l'Assemblée nationale sous l'étiquette En Marche, est-ce qu'ils sont libres et indépendants? C'est la société... Non, ils ne sont pas libres et indépendants, ils doivent faire ce que le gourou a dit de faire, d'accord? Donc, ce n'est pas la société civile qui arrive, c'est des nouvelles recrues pour le parti unique. Il faut dire la vérité. Pour pousser en plus plus loin l'analyse, parce que moi je pense qu'il y a quand même un cynisme derrière ça, c'est qu'il va prendre justement, précisément, des gens de la société civile. En plus, j'en ai rencontré des gens de moi qui sont absolument très sympathiques, il n'y a pas de souci là-dessus, mais justement... Il va les tenir, parce que ce sont des gens qui n'auront aucune expérience politique, donc justement ils viennent de la société civile, ils arrivent avec leurs idées, leurs convictions. Embrigadés, entourés par des apparatchiks. On va justement du système partisan. Bien les cadenasser, ils vont être justement au pas, parce qu'à mon avis justement Macron, il a peur de ça. Il a très peur. Il peut pas ne pas avoir peur de ça. Réitérer ce qui s'est passé avec Hollande, c'est-à-dire avoir justement une assemblée nationale contre lui, parce que Hollande, grâce le courant présidentiel, on a vu, il s'est fait élire, puis après toutes les députés de gauche sont fait élire. Seulement, les députés de gauche, pour la logique de parti, on a bien vu, quand on leur a dit, maintenant, il va falloir faire la loi travail, il va falloir faire ceci. Et là, les mecs, ils commencent à faire la gueule, parce qu'ils se disent, d'accord, j'ai été élu, mais attends, mais moi, je suis de gauche, moi. J'ai pas envie de faire ce truc-là, j'ai pas envie de signer ce truc-là. Oui, je suis pas un social-libéral, je suis un mec de gauche. Et du coup, les mecs commencent à machin, ça commence à te tortiller parce que personne veut signer les trucs, et puis tu apprends d'un coup que le gouvernement va passer un texte et qu'il n'a même pas de majorité, alors qu'il est censé avoir une majorité absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a 50, 60 mecs qui disent, non, on n'est pas d'accord. Et donc, du coup, ça s'est passé tellement que c'est pour ça, d'ailleurs, voilà, Valls, on lui reproche les 49.3, mais on sait très bien que c'est parce que les députés faisaient la fronde. Pourquoi il utilisait le 49.3? Il avait la majorité absolue. Mais les députés ne faisaient pas la fronde. Les journalistes ont dit c'est des frondeurs, mais les députés ont joué leur rôle de députés. De députés, exactement. C'est-à-dire, ils ont dit attendez. Mais mes électeurs, ils m'ont élu sur des idées de gauche. Je vais pas commencer à devenir... Surtout Hollande, rappelle de la fameuse phrase, c'était mon ennemi, c'est la finance. Il a quand même marqué des... mon Dieu. Il a marqué des points avec ça. Il s'est fait quand même, pour moi, élire sur ça. Hein. C'était un peu comme Sarkozy avec le faut travailler plus. Lui, c'était mon ennemi, c'est la finance. Et il se couche là. Voilà, ça a été il se met à quatre pattes là. Voilà. Donc moi j'imagine qu'un devant le monde de la finance. PS et parce que il y a des gens de conviction, malgré tous les gens qui ont de conviction, ils se sont dit mais attends, et c'est là que ça intervient ce que tu dis entre la logique du parti et ton rôle justement de député. Et là, tu vois, dans ce cas-là, c'était tellement cornélien que pour eux que c'était... ça a fini qu'ils ne voulaient pas voter les textes. Là où ce que tu dis est intéressant, et là où ce que tu dis me permet de continuer à espérer tout en voyant bien ce qui se trame, c'est que je crois en l'homme, moi. Moi, je ne les connais pas tous, personnellement, les candidats d'En Marche. Je connais leur charte, par contre. Je sais qu'ils sont tenus. Ils sont tenus d'abord. Il faut qu'ils aient beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher. Pour être député En Marche, c'est autour de 20 000 € à peu près. D'accord. Que tu dois sortir de ta poche pour pouvoir avoir la carte du club. D'accord. Tu vois. Bon. Donc déjà, ils ne sont pas forcément issus du monde d'en bas. Ils sont plutôt issus du monde d'en haut. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à une scène comme ça. Donc déjà, c'est là que c'est intelligent de la part de notre grand stratège, là, de notre jeune Bonaparte, là, c'est qu'il va aller chercher là où il a plus de chances de s'entendre avec eux, la société civile. Tu vois? Donc, c'est une société civile d'en haut, on va dire, qui a plutôt plus de chances d'être plutôt social-libérale que
insoumise. Bien sûr. Tu vois bon. Bien sûr. Alors, maintenant, je n'y connais pas. Maintenant, c'est vrai qu'on peut complètement imaginer qu'ils prennent justement à un moment donné leur indépendance. Mais pour moi, ça reste de la science-fiction. Parce que les conditions ne sont pas créées pour qu'ils prennent leur indépendance. Dans ce que nous représentons, les conditions sont créées pour que l'indépendance demeure, puisque l'indépendance est au départ. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de schisme, il n'y a pas besoin de fronde pour créer l'indépendance chez nous. Elle existe au départ, donc elle existera à l'arrivée. Et, par exemple, toi, tu serais élu. Moi, j'aimerais bien que tu sois un de nos élus. J'aimerais tellement qu'on ait un député sur les 500, juste un. Lui, il est élu, mettons. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il est tout seul à être indépendant, il va faire comment? Il va faire comment? Il va juste, déjà, vous montrer que c'est possible d'être indépendant. Il va organiser des systèmes de consultation permanente dans sa circonscription. Il va créer une maison du peuple où les gens vont pouvoir venir discuter, donner leur avis, mettre des courriers. Et on va créer tout un système de cyberconsultation qui va nous permettre même d'établir des votes avant le vote pour savoir quelle est la tendance générale de la circonscription. Plein de projets autour d'un député, de projets. Et après, il va falloir voter. Alors, il va faire quoi? Eh bien, ok, on a consulté la Circo, dans la Maison du Peuple, etc. Il s'avère qu'aujourd'hui, la position majoritaire au sein de la circoncision, au sein de la circonscription, c'est non au projet de loi machin. Donc moi, mes électeurs me disent non, c'est non, j'ai rien à dire. Moi, je suis là juste, la majorité de mes électeurs, la tendance claire, c'est non, donc je vais aller dire non. Il arrive à l'Assemblée nationale et là, il y a les gros partis avec les lobbyistes derrière et les machins et ça. Lui, c'est non. Ah, mais il faut... Non. Chut. Moi, ma circo, c'est non. Voilà. Alors, qui à l'Assemblée dit non? Ah, le groupe là, vous dites non, je vote avec vous. Pour une autre loi. Ah, le groupe là, les mafieux là. Alors, vous êtes pour le oui, ma circo est pour le oui, ben je vais avec vous, etc. Indépendance. L'indépendance. Mais ça devrait normalement, les 577 députés devraient être comme ça. C'est mon rêve pour mon pays, qui est 577 députés indépendants. Et que les majorités qui se créent soient des majorités par loi votée, et pas des majorités globales qui votent d'une même voix parce que l'ordre est donné par le parti. Ceci n'est pas la démocratie. Ceci n'est pas la démocratie. Et je ne sais pas comment on va pouvoir un jour le dire de manière publique, mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on ait des députés, qu'on ait des élus nationaux, qu'on ait des conseillers régionaux, qu'on ait des conseillers généraux, qu'on ait des maires, qu'on ait des âmes, qu'on ait des hommes, qu'on ait des femmes aux responsabilités. C'est pour que de plus en plus on puisse faire entendre la voix de l'indépendance. Voilà, la voix de l'indépendance. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a tout expliqué? Ben, je pense que oui, sauf qu'on n'a pas... Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'Europe. Sur l'Europe. Alors, juste avant l'Europe, d'accord. Mes amis, je ne sais pas combien vous êtes à nous écouter. Nombre, des milliers. Hein. J'ai l'impression, des milliers. parce que j'ai l'impression qu'on est dans les catacombes, là. Mais non. Hein? Non. J'ai l'impression qu'on est dans les catacombes, et j'ai l'impression qu'on est dans une cave. Ah ben c'est ça, au sens, mais ils sont nombreux, ben c'est ça, c'est la magie, on est dans une cave, on est dans des catacombes, mais ils sont des milliers devant l'écran, voilà, les métadons, les habitués, on joue. Combien on est dans cette cave? Alors, si vous qui nous écoutez, voilà, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, pour l'amour du ciel, restez pas chez vous le jour des élections, là, dimanche, en disant, nous, de toute façon, ce système, on le conchit, c'est de la merde, on ne votera pas. Votez pour nous. Allez dans votre bureau de vote, cherchez l'Alliance écologiste indépendante ou 100% et votez pour nous. C'est mieux que de voter blanc et c'est mieux que de voter pour le système. Nous, contrairement aux autres, on n'est pas dans le système. Et on n'y sera jamais, puisqu'on veut changer le paradigme, on veut changer le système. Faites ça pour nous, aidez-nous à nous aider. Donnez-nous le pouvoir du plus grand parti de France, qui est celui des gens qui ne votent pas. Voilà. Plutôt que de ne pas voter, donnez-nous une chance de vous prouver que nous, on va pouvoir changer le système, parce qu'on a juste besoin de passer un pied dans cette porte.
et de rentrer dans le Saint des Saints. Ah bah si ça, je pense que si ça tenait qu'à eux, crois-moi. Mais attends, ils sont tous éparpillés, là. Ils mais sont tous éparpillés, mais ils sont... Mais attends, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et je vous remercie puisque voilà. Et d'ailleurs, on a rencontré plein dans la campagne. Alors, voilà. D'ailleurs, ce que j'expliquais l'autre jour en réunion publique, dans un patelin où je suis allé soutenir un candidat, on était 50. On était 50, hein. Ouais. On n'était pas à Bercy, tu vois, on était 50. Et j'ai dit à un moment donné, je venais pour soutenir un candidat, je dis voilà, est-ce que vous savez combien on est dans cette salle? Alors, ils ont dit 50. Non, on n'est pas 50. Parce que si chacun de nous ici, on a 10 amis, et que les 10, que chacun d'entre vous arrive à convaincre ces 10 amis du bien fondé de notre démarche, que ces 10 amis ont chacun 10 amis qui sont capables de convaincre du bien fondé de notre démarche, et que chacun des 10 amis qui ont 10 amis, qui ont 10 amis, etc., eh ben, on n'est pas 50 dans cette salle, on est la France entière. Et c'est ça que j'aimerais tellement que vous compreniez. Même si vous ne pouvez pas voter, vous pouvez faire voter. Ça dépend de vous. La démocratie, ça dépend de vous, ça ne dépend pas de nous. On a les gouvernements qu'on mérite, on a les élus qu'on mérite. Et si chacun ne se donne pas les moyens de lutter pour faire advenir ses idées aux responsabilités, ben, on sera toujours dans ce système épouvantable, corrompu, où on ne peut pas construire, où on ne peut que subir. Donc, il va se passer quelque chose ce dimanche. Nous, on a été grugés du temps de parole par le CSA, par le Conseil constitutionnel, par le monde médiatique, la propagande présidentielle, etc., etc. Mais regardez, peut-être il y a juste cette cave. Peut-être il y a juste cette cave, et chacun d'entre vous, et le pouvoir que chacun d'entre vous a d'entraîner d'autres avec vous vers un autre monde, vers un nouveau monde, vers un monde meilleur. Voilà. Alors, faites-le, je vous en prie, faites-le. Faites-le parce que là, j'en peux plus. Alors, il y a des gens qui me disent, je regarde le sol. Non, je regarde vos réactions, les enfants, parce que j'ai le chat sous le côté, c'est pour ça. Il a une machine comme ça. Voilà. C'est pas que je pue de la gueule. Hein. Je pue pas de la gueule. Non, pas du tout, c'est que je regarde les réactions. Regarde, pas du tout. Je pue pas de la gueule. Pas du tout. Parce que voilà. Okay. Non, c'est juste que je regarde. Non, parce qu'ils me disent, oui, regarde le sol. Je dis, non, je regarde pas le sol. Je regarde mon écran. C'est pour voir vos réactions en direct, parce que tu sais, il y a tout un tas de réactions. Et justement, alors, tu vois, ils me disent, alors, parlez de l'Europe. Allez, on parle de l'Europe. Rentrez-vous dedans. Qu'est-ce qu'il y a, l'Europe? Alors, parce que toi, tu as dit en fait que tu n'étais pas pour la sortie de l'Union européenne. Non. Or, tu sais que sur ce chat, il y a beaucoup de gens qui sont sur la sortie de l'Union européenne parce qu'ils voient ça, ils ont compris que si tu veux, voilà, l'Union européenne nous enlève la souveraineté. Et si tu n'as pas de souveraineté, en fait, tu peux rien faire. En fait, c'est un préalable. La souveraineté, c'est d'avoir, pour pouvoir déjà faire quelque chose. Et tu vois, par exemple, même. Vas-y, je te répondrai. Voilà, pour prendre justement sur le principe de l'écologie, tout le monde, j'en suis sûr, là, derrière ceux qui nous regardent, personne n'a envie de bouffer des OGM. Personne n'a envie qu'il y ait du biphénol A ou je ne sais pas quelle autre saloperie. Ça y est, ils sont en train de le ressortir. Voilà. Tout le monde veut avoir... et si on nous dit demain, toutes les cantines vont être bio, etc., tout le monde est d'accord avec ça. Et pourtant, toutes ces choses-là, elles ne sont pas possibles à cause du principe, justement, que notre souveraineté, elle a été retirée et qu'on ne peut pas... Regarde, par exemple, des OGM. On sait que le gouvernement français, quand on interrogeait les gens, il y avait 80% des gens qui ne voulaient pas en entendre parler. En France, voilà, la grande culture. Voilà, on a une tradition de l'agriculture, voilà, les OGM, on n'aime pas trop par principe ce genre de truc. Bon, même si, en plus, ça peut se discuter. J'en ai discuté avec des gens pro OGM. Des fois, il y en a qui ont des très bons arguments. Mais bon, ça se discute. En tout cas, les Français sont contre. Et ils disent, on n'en veut pas. Qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne dit, mais non, mais la France, c'est pas bien, et ben on vous met des amendes parce que vous, justement, vous voulez pas des OGM. Et donc, nous, on n'a plus le choix, parce que si on dit on veut pas, les OGM, on paye les amendes. Donc, du coup, on passe une loi pour dire, on autorise les OGM. Donc, en fait, c'est notre impuissance, justement, de souveraineté qui nous met dans ces situations-là. C'est pour ça que, pour moi, sortir de l'Union européenne, c'est reprendre, en fait, la souveraineté et se dire, maintenant, je vais pouvoir décider. J'aurai plus un mec à Bruxelles qui, quand je vais vous faire un truc, il va me dire, non, là, je suis pas d'accord. T'as vu, il y a des choses incroyables. Je vais te donner un autre exemple, par exemple, mais qui est stupéfiant. Pour aider les producteurs, donc c'était les producteurs de lait qui étaient en grande difficulté, le groupe Intermarché a décidé de payer plus cher
que le prix, justement, qui était proposé le lait, en disant, voilà, entre guillemets, voilà, des gens qui ont un peu de conscience encore, hein, même en économie, et qui disent, non, on sait très bien que le prix, là, c'est incroyable, parce que l'agriculteur, ils vont en perdre, on va le payer plus cher. Immédiatement, Bruxelles arrive, non, mais qu'est-ce que vous faites, la France? Non, c'est interdit de faire ça. Non, vous faussez le marché, c'est des règles non faussées, etc., etc. Et interdit de faire ça. Donc, en fait, quoi qu'on veuille faire, à chaque fois, en fait, pour améliorer, voilà, c'est des exemples simples, quand même, là, il y a, voilà, l'entreprise qui dit, non, on est prêt à payer plus cher parce qu'on comprend que c'est quand même abusé. Ah non, on n'a pas le droit de le faire. Et c'est ça, et l'Union européenne, là, on pourrait multiplier comme ça jusqu'à l'infini les exemples où à chaque fois, on a une impuissance, on est bloqué à cause de ça. Voilà. Alors, je vais te mettre à l'aise, et je vais mettre à l'aise tout le monde. Et simplement, avant de te donner mon avis, je veux juste que vous compreniez quelque chose. On va avoir un débat sur l'Europe. On n'est pas tout à fait d'accord l'un et l'autre. On est dans le même mouvement. On est main dans la main ensemble. Et on n'est pas d'accord, on n'est pas exactement d'accord sur l'Europe. Demain, il est élu, mettons. Je suis élu. On est dans le même mouvement. Chacun d'entre vous, vous nous avez élus. Lui dans sa circo, moi dans ma circo. D'accord ? Au moment où, à l'Assemblée nationale, on aurait à discuter de ce sujet-là. Quoique il puisse penser lui, et quoi que je puisse penser moi, on ira voter ce que vous pensez vous. Ça, c'est très important. Là, on va avoir un débat. Comme on aurait un débat si on était l'un et l'autre députés, avec vous. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas peur de vous affronter, de vous dire non, vous avez tort de penser ça parce que moi je vais vous démontrer que, etc., etc. Et on aurait un débat, exactement comme nous on va en avoir là. Et à la fin, qui déciderait ? Ça ne serait pas moi, ça ne serait pas lui, ça serait vous. C'est ça qu'on veut construire. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des gens providentiels qui vont vous expliquer comment il faut vivre, etc. On va vous proposer des choses parce qu'on a réfléchi et qu'on a foi en certaines idées. On va défendre des principes fondamentaux qui sont le fond de notre action. Mais on ne va pas décider parce qu'on n'est pas des oligarques. C'est vous qui allez décider. Parce qu'on est des démocrates, on va répercuter votre décision. Ça, c'est le système que nous, on défend. D'accord ? Maintenant qu'on a dit ça, mettons que, voilà, on va chacun jouer le rôle qu'on jouerait si on était en situation de discuter avec vous du projet. Par exemple, toi, tu discuterais avec des électeurs qui seraient plutôt pour rester dans l'Europe, et toi, tu serais pour quitter l'Europe. Et moi, je discuterais plutôt avec des électeurs qui seraient pour quitter l'Europe, alors que moi, je serais plutôt pour qu'on reste. D'accord ? Et c'est cette discussion qu'on va avoir. C'est juste une discussion. Parce que ce qu'on pense, en vérité, n'a d'importance que si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ce qu'on pense n'a aucune importance. C'est ça, la démocratie. C'est pas à nous de porter... c'est pas à nous de vous faire porter notre projet, c'est à nous de porter votre projet. Le vôtre, celui de l'ensemble des électeurs et des électrices. Alors parlons de l'Europe. Comme tu le sais, j'ai voté contre Maastricht, et Dieu sait si c'était dur, parce que j'étais entouré de gens pas très fréquentables qui étaient contre le traité, et malgré ça, j'ai assumé ce que je pensais de ce traité, et j'ai voté contre ce traité. J'ai voté contre le traité constitutionnel. En 2005. Ouais. Et j'ai toujours voté contre les principes qui sont fondateurs de cette Europe. À commencer par un principe fondamental, qui est que comment peut-on envisager dans une construction démocratique un Parlement qui n'a pas le droit de vote ? Car le Parlement européen, mes amis, n'a pas le droit de vote. Le Parlement européen n'a pas le droit de vote, il a un droit de veto. Okay ? Donc, c'est le Conseil qui gère, c'est la Commission qui produit non pas
des propositions, des projets de loi, mais des directives. Hein, il s'agit de directives. Okay, et en fait, pour que ces directives et ces décisions prises par la Commission ne soient pas adoptées, il faut que l'Assemblée, aux 2/3, se prononce contre. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit de vote, c'est un droit de veto. Donc déjà, le principe de l'Assemblée européenne n'est pas démocratique. D'ailleurs, on le voit bien. Tu vois, quand tu lis le début de la Constitution américaine, tu as « nous, le peuple américain ». Quand tu lis le traité constitutionnel, c'est l'Europe et les nations. C'est ce que je veux dire. C'est que l'Europe, c'est une espèce d'entreprise privée qui gère les nations. Et qui, en même temps, en gérant les nations, tu vois, c'est un peu comme si le syndic de l'immeuble, il s'emparait de l'immeuble. Ouais, et il se conduisait comme s'il était le propriétaire de l'immeuble. C'est ça l'Europe. Je continue. Vas-y. Parce que là, je ne suis pas en train d'apporter de l'eau à mon moulin, je suis en train d'apporter de l'eau à ton moulin. Ah oui. et tout en apportant de l'eau à ton moulin, je vais te dire pourquoi on ne peut pas sortir comme ça de l'Europe. Ah oui, vas-y, explique. Donc, effectivement, quand on voit, par exemple, je dirais la tragédie du passage à l'euro, c'est que tout le monde, on a menti à tout le monde, on a fait croire à tout le monde que tout le monde allait avoir la même monnaie, alors que non. Parce que quand tu as 1 euro en France, c'est pas comme quand tu as 1 euro en Espagne, c'est pas le même pouvoir d'achat, c'est pas... Mais voilà. Et en même temps, on s'est quand même mangé une inflation de 7, quoi, pas 6,5. Parce que, en plus, il y a une valeur morphologique de l'argent. Quand on te dit que la base, c'est l'euro, pour toi, 1 euro égale 1 franc, puisque 1 franc, c'était la base du franc. Donc, dans ton inconscient, même si tu comptes, il y a quelque chose au bout du compte qui finit par devenir 1 franc égale 1 euro. Tu arrêtes de compter. Et donc, finalement, quand tu payes un café 1 euro, en fait, tu le payes 6 francs 50. Mais dans ta tête, dans l'inconscient, tu le payes, c'est 1 euro égale 1 franc. Donc, on a tout payé 7 fois plus cher ou 6 fois et demi plus cher, mais nos salaires n'ont pas augmenté. Donc on a perdu du pouvoir d'achat de manière incompressible. Et ça a été une des premières causes de notre perte de pouvoir d'achat, etc., etc. Tu vois, j'apporte de l'eau à ton moulin, j'apporte de l'eau à ton moulin. Maintenant, les gens qui ont fait ça, ils nous ont fait plonger dans un système dont on ne peut pas sortir comme ça. Moi, si l'Europe devait rester l'Europe qu'elle est aujourd'hui, je serais bien évidemment pour sortir de l'Europe. Mais, et ça, c'est très difficile de l'expliquer, mais j'ai rencontré des députés européens auprès de qui j'étais extrêmement en colère. Parce que je leur disais, mais je vous connais, je ne vais pas vous dire des noms, mais c'est des gars que je connais, qui sont des purs, des gens purs, des vrais serviteurs du peuple. Je leur disais, mais comment toi, tu peux marcher dans cette combine épouvantable, être député européen d'une assemblée qui n'a pas le droit de vote, en sachant tous les scandales qui se passent, la façon dont les lobbies manipulent le Conseil et les commissions, les bakchiches qui sont donnés pour qu'on... Parlons des OGM. Les OGM. Qui autorise les OGM ? L'Union européenne. Déjà. Non. En France. En France, c'est le gouvernement qui donne... Lequel ? Il y en a eu plusieurs depuis Sarkozy. Non, celui qui a voté l'autorisation de la culture des OGM en plein champ. Madame Lepage, ministre... non, c'est pas elle. C'est pas elle. Madame Lepage, ministre de Monsieur Juppé, s'y oppose. Donc tu vois bien qu'il y a des directives européennes, mais il y a quand même un ministre qui s'y oppose. Donc c'est possible. Ah, bien sûr. Ok. Et derrière, gouvernement Jospin, Madame Voynet... Elle a accepté. Vert. Ouais. Député vert, ministre vert, elle autorise... et de gauche, avec un Premier ministre de gauche, elle autorise la culture des OGM en plein champ. Cherchez l'erreur. Mais parce qu'il y a eu des pressions aussi, certainement aussi de l'Europe. Et alors, tu crois que Madame Lepage, elle n'a pas eu ces pressions ? Ah si, j'imagine. Mais en fait, c'est-à-dire que justement, on a l'impression que la Commission européenne, moi, se dit, avec cette ministre-là, on va lui mettre la pression, machin. La prochaine ministre, par contre, elle va céder. Non. C'est que juste, voilà. C'est que...
On va pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on t'explique que l'écologie, elle peut être que de gauche, t'as envie de dire, arrêtez de vous foutre de ma gueule. L'écologie doit être indépendante, comme nous. Ni de gauche, ni de droite, ni de rien. Elle doit être indépendante, elle doit être écologiste, l'écologie. Et nous, si on était demain au gouvernement, il y aurait un ministère de l'écologie et de la défense, un ministère de l'écologie et de l'éducation, un ministère de l'écologie et des finances, etc. L'écologie, c'est au centre de tout. Quand aujourd'hui, alors là où je suis à fond d'accord avec ce qu'a fait le président, c'est quand, par exemple, il nomme Nicolas Hulot, un gars de la société civile, enfin, espérons qu'il le reste, ministre de la transition écologique. Alors ça, bravo, parce que oui, il faut une transition écologique, parce que toute la construction du monde de demain, elle ne peut être que tournée autour du principe écologique. Fermons la parenthèse. J'ai rappelé, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui m'ont fait m'opposer, mais régulièrement et systématiquement, à la construction politique de l'Europe telle qu'on nous l'impose. Mais aujourd'hui, on nous a entraînés dans cette histoire. Et aujourd'hui, au niveau des entreprises, au niveau de la monnaie, de la façon dont elle fonctionne, la dette fonctionne, les investissements, les encours, la façon dont les entreprises ont organisé la circulation de leur... On ne peut pas, aujourd'hui, sortir de l'euro comme ça. Il faut... Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de modifier l'Europe? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de conserver le principe européen, mais d'agir en tant que représentant des peuples européens pour le modifier? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas un truc... D'abord, je pense que l'Europe n'est pas la source de tous les maux, ça j'en suis... Non, c'est pas forcément la source de tous les maux. Voilà. Et attends, et je vais aller plus loin. Et je pense bien sûr que c'est une chose qui doit se faire justement à l'Assemblée européenne. Je pense que plus il y aura, c'est toujours pareil, plus il y aura de gens indépendants à l'Assemblée européenne, plus il y aura de représentants libres de l'emprise des partis, plus il y aura des hommes et des femmes capables de renverser l'échiquier et de construire ensemble, parce que c'est très important qu'on construise ensemble. Et c'est pareil chez nous. Tu penses bien qu'un président qui a tous les pouvoirs, comme va avoir notre président, quand ils arrivent comme ça à la Commission, avec tous les pouvoirs, sans contrôle, sans moyens pour le peuple de les infléchir, ces gars-là, ils construisent une Europe qui ressemble au pouvoir qu'ils ont. Si demain, tu as des présidents dans les États-nations qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas construire une Europe où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est pour ça. Petite question, ça suppose quand même, regarde, que pour qu'il y ait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, en fait, qui aille vers ce changement-là, ça ne peut pas se faire que dans un pays à la fois. Il faut que ce soit dans plein de pays à la fois. D'où l'intérêt que, déjà, la France montre l'exemple en nommant des indépendants en tant que députés européens, en tant que députés de l'Assemblée nationale, etc., pour devenir contagieux, répandre cette indépendance au sein de l'Assemblée, parce que ça ne peut se passer que l'Assemblée. Tu sais, au jeu de paume, quand Louis XVI a voulu virer le tiers-État, le gars, il a dit, on ne sort pas. On est ici par la volonté du peuple, on n'en sortira que par la force des baïonnettes. Et si demain, imagine que des députés européens indépendants, sincères, décident de ne plus être les petits valets des lobbyistes, les bakchiches, mais des gens qui veulent vraiment changer et harmoniser le visage de l'Europe, décident de se proclamer assemblée constituante de l'Europe et de changer Tout est possible. S'il y a des hommes, s'il y a des âmes, s'il y a des femmes libres, indépendantes, tout est possible. Moi, mon engagement dans la politique, il est impossible si je ne crois pas en l'homme. Si je crois dans les systèmes, je ne peux pas m'engager en politique. Je m'engage en politique parce que je crois en l'homme. Et je crois qu'on peut modifier les choses. Mais tu vois ce que tu me dis là, voilà. Moi, je le vois comme une solution, justement. Quand tu me dis, on prend les choses en main par une assemblée constituante, etc. Super, mais moi, je le vois en France, mais pas en Europe. C'est-à-dire que je me dis, à l'échelle, évidemment, de la France et de la nation française, c'est réalisable. Et souhaitable, mais c'est vraiment réalisable parce que ça agit dans le cadre de cette nation. Mais dès qu'on va arriver dans le système à 28, je suis pas sûr, tu vois, que les Slovaques, les Tchèques, les machins, les Hongrois, les Polonais, ils ont envie de nous suivre. Je vais te répondre. Si demain, tu vois, on était capable d'élire un président indépendant, capable de nommer un gouvernement indépendant,
avec des députés indépendants, si on arrivait à un moment donné par référendum à entraîner l'adhésion du peuple français vers la construction d'une France qui déléguerait le maximum de compétences aux microstructures et diminuerait les compétences régaliennes au minimum. J'allais dire, pratiquement, je dirais presque, le rôle régalien serait de synchroniser, d'harmoniser les compétences départementales des microstructures, avec des monnaies complémentaires, avec des microcircuits autogérés, avec etc. Comme des espèces de landeurs à la française, etc. etc. Mais alors, bien évidemment, on n'aurait même pas besoin de l'Europe, et tout d'un coup, on n'en aurait tellement pas besoin que c'est elle qui aurait besoin de nous. Et que tout d'un coup, elle accepterait qu'on harmonisât les choses de manière à ce que les valeurs qu'on retrouverait en Europe fussent conformes à celles que nous aurions installées chez nous. Mais aujourd'hui, mon grand, aujourd'hui, regarde dans quel piège on est. Tu peux pas, dans ce piège-là, là, tout de suite, comme ça, sortir de l'Europe. C'est un chaos économique, c'est une absurdité totale. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas les fondements des structures qui nous permettent d'organiser notre économie, de rembourser la... On ne les a pas construites. On les a potentiellement. On a la capacité potentielle de les construire. Mais elles ne sont pas là. Parce que tu vois, quand tout à l'heure tu parlais... Vas-y, je t'écoute. Tout à l'heure, tu as fait une métaphore, tu vois, avec justement l'État. Et aujourd'hui, qui justement n'est plus pour le peuple par le peuple, voilà, mais qui est pour l'État par l'État. Et ben l'Europe, c'est un peu pareil. C'est une Europe pour l'Europe, par l'Europe, et pour des européismes. Mais en pire. Les peuples n'ont rien à voir là-dedans. Et en plus, les décisions, il faut le savoir, un député aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, les décisions du Conseil s'imposent au Parlement national. Voilà. Donc on est dans... Non, mais tu comprends bien qu'il faut changer tout ça. Mais c'est là qu'est, à mon avis, le combat à mener. C'est dans la modification des structures politiques de l'Europe, et pas dans le fait de dire on arrête l'Europe, parce qu'arrêter l'Europe, ça entraînerait des catastrophes économiques, si tu veux, par rapport auxquelles on n'aurait pas tout de suite. On pourrait reconstruire derrière. Attention, hein, on n'a pas besoin de l'Europe pour être la France. Hein, on a tout chez nous. Hein, on peut vivre en autarcie, complètement refermé sur nous-mêmes. Mais si demain on devait modifier déjà les structures de la France, il faudrait le faire de manière à ce que on puisse à un moment donné sortir de l'Europe sans compromettre notre avenir, etc. Mais ça passe par une reconstruction totale des structures politiques, de la répartition des compétences, de la gestion des moyens. C'est pas un truc qu'on peut faire comme ça. Les Anglais, alors on va te sortir les Anglais. Mais non, les Anglais n'ont jamais été dans l'Europe. Ah bah si, quand même. Non. C'était une Europe à la carte, certes. Mais non, peut-être pas les mêmes à partir du moment où t'es pas dans l'euro, t'es pas dans l'Europe. Tu vois, tu veux dire, t'es dans le marché commun, il faut arrêter. Les Anglais, ils ont pris ce qui les intéressait, mais jamais ce qui les intéressait pas. Ils l'ont fait depuis le début. Nous, depuis le début, on porte les valises de l'Allemagne. Non, je te dirais, parce qu'eux, ils ont... Qui dit le contraire? Ah ouais, parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ça leur plaît plus, ils s'en vont. Voilà. Mais nous, depuis le début, on porte les valises de l'Allemagne. Bah oui. C'est ça qu'on paye aujourd'hui, on continue à porter les valises de l'Allemagne. Ouais, mais moi, je pense que dans même l'avenir, il n'y a pas d'autre solution en Europe, parce que, d'ailleurs, regarde les gouvernements, les dirigeants allemands, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, vous savez, pour faire l'Europe, il faut qu'il y ait un peu moins de France. Parce que la France dérange dans ce processus européen. Et attends, on a parlé des trucs épouvantables, mais et les points de convergence de la monnaie unique, c'est pas un truc épouvantable? Ça nous a pas mis dans une merde noire, ça nous a pas aggravé la dette Quand je vois les Grecs, les Espagnols, les Grecs quand même, ils payent de leur sang littéralement pour garder l'euro. Non, mais ça devient pour moi, c'est un assassinat collectif qu'on est en train de faire en Grèce. La Grèce, elle ne peut plus être dans l'euro. Elle n'a plus les moyens. C'est trop fort. La monnaie est beaucoup trop chère. Les taux d'intérêt sont énormes. Ils ont une dette. On leur demande des milliards et des milliards. Et pour pouvoir les payer, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les retraites. Il n'y a plus... Alors là, en Grèce, oubliez prestations sociales, machin, c'est terminé. J'ai même vu qu'en Grèce, ils en sont à tel point. Il y a un tel point de défection, vous savez, dans les hôpitaux, etc., il n'y a plus de santé, plus rien, qu'ils en sont, quand même, c'est grave, à s'inoculer le sida pour être pris en charge totalement. Parce que sinon, il n'y a que... J'espère qu'ils ont du plaisir quand ils font ça. Mais c'est terrible, c'est horrible. Et c'est pour ça que je me dis, cette espèce de rêve européen,
Non, mais tu noircis le tableau. Non, je trouve... Non, tu noircis le tableau, mais ce que tu dis est vrai. On ne peut pas nier les ravages que la construction politique économique de l'Europe a eu sur certaines nations. Mais tu vois, quand tu prends l'Angleterre, à la base, l'Angleterre, elle s'est positionnée comme on aurait dû se positionner, nous, à la base. C'est-à-dire qu'on nous a entraînés, encore une fois, on nous a enfumés, comme on est en train de nous enfumer, on nous a entraînés dans une espèce d'euphorie, tu vois, machin. C'est comme quand les gars, ils te disent, comme argument, non, il ne faut pas sortir de l'Europe, sinon on va être en guerre contre les Allemands. En 2005, c'est ce qu'on nous racontait à la télé. Oui, on nous disait, s'il y a le nom, demain, ce sera la guerre. Ce sera la guerre contre les Allemands. Non, mais il faut arrêter de délire. Là, on entendait ça sur les chaînes de télé. Ouais. C'était pour faire peur aux gens, parce qu'il y a ce côté-là aussi, en plus de faire peur. C'est pour ça. Donc, j'ai envie de te dire quelque chose. Vous voyez ce qui se passe entre nous, là ? Ce qui se passe entre nous, c'est ce qui se passe tout le temps dans notre mouvement. Dans notre mouvement, on ne fonctionne pas sur le consensus. Dans notre mouvement, on fonctionne sur le désaccord. C'est le désaccord qui nous fait avancer. C'est la réflexion permanente, la remise en question permanente des idées qu'on a, la discussion permanente, la prise en charge permanente des idées au jour le jour en fonction des conjonctures, en fonction des modifications géopolitiques, etc. On repense le monde tous les jours. Moi, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être que demain, je serai d'accord avec lui. Et peut-être inversement. Parce qu'on discute, parce que chacun accorde à l'autre le crédit de ses arguments. Et à partir du moment où chacun accorde à l'autre le crédit de ses arguments, c'est-à-dire part du principe, au départ, qu'il a peut-être tort. Moi, au départ, quand je discute avec lui, je me dis peut-être j'ai tort, peut-être il a raison. Et bien, à partir du moment où on crée ces conditions-là, on crée les conditions de l'amitié. C'est l'amitié. Et ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on nie son existence, ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est souvent en confrontant ces désaccords qu'on trouve l'entente. Le consensus, c'est la fin du mouvement. Le désaccord, c'est le début du mouvement. Le point de rupture avec le point d'équilibre qui crée le mouvement. Quand on marche, on a les deux pieds au sol, on est en équilibre. On enlève un pied au sol. À ce moment-là, on crée un point de rupture avec ce point d'équilibre. Et c'est parce qu'on le crée qu'on va faire un pas en avant. Et la pensée, pour avancer, elle doit fonctionner de la même manière. Elle doit fonctionner par rupture avec les points d'équilibre. C'est ça le mouvement. Ouais, ben voilà. Non mais c'est bien d'ailleurs parce que j'ai reçu, il y a quelques jours aussi, Maître Paris, c'est lui aussi, on a eu une discussion sur l'Union européenne parce que je comprends l'attachement. Moi, j'ai aucun attachement. Alors voilà, lui, il me parlait d'un attachement un peu mystique. Ah non, comme mais une espèce de... Pour moi, c'est raté. Pour toi, c'est raté. Pour moi, c'est raté parce que dès le départ, c'est un mensonge. Voilà. On a menti aux gens, on les a bananés, on les a enfumés. Donc, tu vois, je veux dire, tu sais, je parlais avec un général. Je te dirai pas son nom. Et... J'ai dit, mais... Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il pense de l'Europe. Il me dit, Monsieur Lalanne, vous êtes un patriote. Je fais, oui, je suis un patriote. Vous seriez prêt, bien sûr, à mourir pour la France. Je fais, oui, monsieur, je serais prêt à mourir pour la France. Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour l'Europe? Et j'ai pas su répondre. Et en fait, il m'a dit, demandez et dites-moi combien de gens aujourd'hui seraient prêts à mourir pour l'Europe. Il a tout dit. C'est-à-dire qu'on n'aime pas... c'est pas l'idée de l'Europe qu'on n'aime pas, c'est pas l'idée d'être européen qu'on n'aime pas, c'est juste l'idée qu'on l'est pas. On n'est pas européen. Il n'y a pas de peuple européen. On n'a pas un hymne, on n'a pas une langue, on n'a pas une culture, on n'a pas un machin. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Donc on nous a bananés, comme on est encore en train de nous bananer. Mais le problème, c'est que si on veut sortir de là, on peut pas en sortir comme ça. Ah non, tu vois, mais attends, t'en entends qui disent votez pour moi et demain on sort de l'Europe, hein. Oh non, tu les as entendus là aux dernières élections. Ah bah écoute, si tu fais référence à François Asselineau, peut-être l'UPR qui était le plus virulent sur l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'UPR, depuis tout à l'heure on me dit l'UPR. Non mais moi je compare pas Asselineau à Marine Le Pen. Ah bah ils sont, justement, Asselineau est beaucoup plus tranché, lui il dit je suis président, je prône l'article 50, donc la sortie de l'Union européenne, et puis après je vais négocier. Moi je pense que c'est pas raisonnable, mais en dehors de ça, moi je trouve
Asselineau très pertinent. Ah et oui, d'ailleurs, moi, j'aimerais bien... Ah bah ça va faire plaisir à lui. Non, non, tu vas te faire des amis, là. Non, mais... Tu vas te faire beaucoup d'amis sur le chat, là. Attends. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la façon dont il voudrait en finir avec l'Europe. D'ailleurs, je serais heureux d'en parler avec lui parce que moi, tu vois, mais franchement, le gars, le gars en face de Macron au deuxième tour, Macron, il tient pas la route. Hein. Non, mais il faut arrêter, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je compare pas Asselineau à Marine Le Pen, parce que Asselineau, il aurait eu des arguments, tu vois. Que Marine Le Pen, elle était larguée sur l'euro, elle comprend rien. Je pense qu'il faut... non, mais ça, c'est vrai, bien sûr. Faut pas qu'elle parle de ça, parce que et le pire, c'est qu'elle est députée européenne. Mais ah non, bah alors là, tu sais quoi, tu vas te faire des amis à l'UPR. Non, c'est tout. Parce que là, t'as dit quelque chose. Mais moi, de toute façon, je te dis que ce que je pense. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je pense qu'Asselineau, quand tu écoutes parler Asselineau, c'est du lourd, quoi. C'est de la pertinence, c'est un argumentaire. Après, je partage pas toutes ces idées. Et d'ailleurs, mais quand même, le gars, c'est du sérieux, c'est du lourd, quoi. C'est un gars qui est extrêmement pertinent, quoi. Même quand je suis pas d'accord avec lui, je suis obligé de reconnaître la pertinence de ses arguments. Mais aujourd'hui, on sortirait comme ça d'un seul coup de l'Europe, je pense que ce serait une catastrophe économique, une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire... En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Alors là, je vais rejoindre vraiment et très sincèrement tout le monde. Si aujourd'hui on m'expliquait et on me démontrait par A plus B que l'Europe ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est au niveau de sa construction politique, alors oui. Oui, alors je préférerais carrément même être dans la merde totale et sortir de ce machin-là. Ouais. D'accord. Tu vois, tu m'as presque convaincu. Ah bah écoute Vous voyez comment ça fonctionne entre nous. Après, on va aller boire un pot, on va pas se taper sur la gueule, on va pas se mettre des pains dans la gueule parce qu'on n'est pas d'accord. Vous voyez, voilà. Bon. Non, mais ça fait plaisir. Je vais prendre quelques questions des auditeurs parce que je vois que l'heure avance et comme on doit finir avant pour respecter la loi et pas avoir de problème. Alors, on me dit... respecter la loi de gens qui ne la respectent pas, hein, parce que ceux qui font la loi ne respectent pas la loi. Bah, eux, ils risquent d'avoir des couves de main, des trucs encore. Non, mais attends, tu vois, eux, ils en ont eu avant déjà, ils en auront après. Et donc, monsieur Macron va continuer à parler de lui, il est quand même le chef de son parti. Non, mais on est dans le délire total. Et pour ne reprendre que le CSA édicte une règle et ne la respecte pas. Il faut le dire, le CSA ne respecte pas les règles du CSA. Donc, nous, on va les respecter. Ouais, parce que on veut pas avoir de problème, parce que tu sais très bien... Attends, moi, c'est pas parce que je veux pas avoir de problème, c'est simplement parce qu'à un moment donné, je laisserai jamais un barbare me transformer en barbare. Voilà. Ok. Alors, on me dit, bonsoir Monsieur Lalam, l'Europe nous a supprimé l'indépendance nationale, est-ce que vous en avez conscience? Bah visiblement oui, tu as répondu à cette question. On me dit... Mais l'indépendance nationale n'existait pas avant l'Europe. Hein. L'indépendance nationale existera quand la représentation nationale sera indépendante. Et la représentation nationale sera indépendante quand elle ne sera plus placée sous la coupe des partis. D'accord. Alors, ça aussi, on va quand même obligé de l'évoquer 2 secondes parce que tout le monde en parle. C'est tes propos avec Dieudonné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on me dit, oui, pourquoi on ne comprend pas, au début vous entendiez bien avec Dieudonné, et puis maintenant vous êtes très anti-Dieudonné. Je suis pas... je me suis exprimé à ce sujet. Ouais, je sais, c'est pour ça que je sais. Mais tout le monde, ils posent la question 10 fois, c'est pour ça que je peux pas l'évincer. Si tu veux pas y répondre, bon bah... Non, mais je n'ai pas pardonné, je suis Koulibaly. Je n'ai pas pardonné, je suis Koulibaly. Pour moi, en disant je suis Koulibaly, il a revendiqué un attentat terroriste. J'aurais eu envie de lui dire... Mais tu crois pas que c'est un troll, Dieudonné, c'est un trublion, un peu comme Coluche de son temps, non? Dieudonné a été un gars qui m'a beaucoup fait rire à une époque. Oui, bah c'est ce qu'il dit. Il dit avant, tu l'aimais bien, tu disais qu'il était très comique et tout, et c'est vrai que... Je pense que c'était même mon comique préféré, tu vois. Il y a un moment où il a basculé dans... peut-être sous la pression. Non, excuse-moi, je pense qu'il a été... Il a subi de mauvaises influences, je pense. Oui, d'accord. Tu vois à qui je pense. Ah oui. Oh, bah. Et voilà, et je pense qu'il a perdu le contrôle de sa propre pensée jusqu'à à un moment donné en arriver à des propos excessifs que moi je ne peux pas. Moi, tu vois, je ne peux pas accepter quelqu'un qui fait de l'incitation à la haine, et il en fait. Il vient d'ailleurs d'être condamné à 2 mois de prison ferme, en Belgique, pour incitation à la haine. D'accord ? Il a été condamné
à 2 mois de prison ferme. Il est allé en appel, il a été condamné en appel, il est allé en cassation. La cassation a confirmé le jugement d'appel. Pour moi, je ne peux pas pardonner des propos antisémites. Il vient d'être condamné pour propos antisémites. Donc, il ne peut pas nier qu'il tient des propos antisémites, il ne peut pas nier qu'il a pris fait et cause pour des terroristes. Imagine que c'est ta sœur, imagine que c'est ton frère, que c'est un parent à toi qui a été massacré par des terroristes, par ce Koulibaly en question. Et t'entends un gars qui rigole avec ça et qui dit « je suis Koulibaly » et qui, en plus, ensuite va argumenter, tu vois. Il va presque vouloir te faire pleurer sur le gars, tu vois. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Pour moi, l'être humain, le pire des êtres humains, a droit à un moment donné, oui, au respect de sa dignité. Et quand je te dis que je ne veux pas laisser un barbare me transformer en barbare, d'accord. Maintenant, non, mais je pense que des proches... Pour moi, il était encore pire que Dieudonné, tu vois ce que je veux dire? Parce que parce que je pense que au fond, tu vois, je vais te dire quelque chose. Je voulais pas en parler. Non, mais on est obligé. Non, mais écoute, vas-y, moi, on va passer, mais je vais te dire, j'ai l'abcès comme ça, mais il n'y a pas d'abcès. Moi, je te le dis pour eux, parce que il y a 10 questions qui parlent de ça. Alors, écoute, moi, je vais te dire une chose. La seule chose qui m'a ébranlé, moi, c'est que à un moment donné, bon, tu vois, j'avais, tu sais, je suis super occupé, j'étais partout à la fois. Et on me dit, tiens, il y a Dieudonné qui a fait un truc sur sa chaîne, tu devrais aller voir, etc. J'avais pas le temps d'aller le voir. Et puis finalement, j'ai regardé le show Lalanne par Dieudonné. Et tu sais, en fait, j'ai eu la sensation de l'avoir blessé, en fait. En disant que pour moi c'était un crétin. Parce que pour moi un gars qui prend les postures qu'il prend, qui tient les propos qu'il tient, pour moi c'est soit un psychopathe, soit un délinquant, soit un crétin. Tu vois? Donc j'ai choisi crétin. Ok? J'ai dit petit crétin. Peut-être que l'adjectif était impropre. J'aurais vu la taille qu'il fait, j'aurais dû dire un gros crétin. Bon, passons. Et tout d'un coup je me dis que c'est marrant. Je pensais que le gars, il était devenu plus cynique que ça, en fait. Je le croyais plus cynique que sensible, en fait. Et pour qu'il prenne alors les choses comme ça et qu'il fasse ce procès absolument ridicule qu'il m'attente, dont personnellement je me tape, mais comme de l'an 40, mais pour que le gars, il arrive, alors que lui, il en sort des trucs horribles sur les gens, tu vois. Ouais, crétin, c'est pas méchant, bon. Mais pour que le gars, il éprouve le besoin de me faire un procès, il y a 2 solutions. Soit il veut faire du buzz pour son business de la haine, comme il peut plus trop faire d'incitation à la haine ou des juifs, il va faire de l'incitation à la haine de Lalanne, tu vois, et puis il a ses fans, et puis donc il va faire son business comme ça. Ou alors, je l'ai blessé. Et tu vois, franchement, si c'est ça, si j'ai blessé le gars, ça me fait chier de l'avoir blessé. Parce que moi, j'ai envie de blesser personne. J'ai dit quelque chose que je pense, et je le pense. Je pense vraiment que c'est crétin de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit. Je le pense. Donc je ne vais pas m'arrêter de le dire. Et alors, même si la loi m'oblige à ne plus le dire, je ne vais pas m'arrêter de le penser, tu vois, parce que je vais être condamné ou pas, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, à la fin de tout ça, parce que c'est fini, ça finit demain, à la limite, j'aurais aimé en avoir le cœur net. Tu vois, à la limite, j'aurais aimé aller boire un verre avec lui, comme ça, qu'on soit tous les deux, pas de caméra, pas tout le bordel autour, pas tout le show, pas tout le... Et que dans les yeux, tu vois, il dit qu'il est pour la paix. Comment tu peux être pour la paix en tenant des propos comme ça, et en adoptant des postures comme ça? Comment soit c'est vraiment un gars qui a trouvé un créneau pour faire de la thune en faisant de l'incitation à la haine, soit c'est un gars qui est sous influence, soit c'est un gars...
Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Je ne cautionnerai jamais et je trouve que c'est un scandale moral sa candidature. Parce qu'en ayant tenu les propos qu'il a tenus, en étant venir régler des comptes comme ça. Oui, parce qu'il veut en découdre voilà, avec Valls. Utiliser l'institution pour faire ça. Alors que dans cette circo, il y a des gens qui ont vraiment des problématiques, ils en ont souffert. La presse s'est emparée de ça, tu vois. On a fait... tu vois, c'est horrible finalement ce que les gens de la circo ont vécu à cause de ça. On était dans un affrontement, tu vois, avec Francis Lalanne qui vient comme suppléant d'un gars du coin, tu vois, pour justement compenser l'inégalité des chances entre lui et Valls. Et lui, il est arrivé là, la presse satirique s'est emparée de ça et on est passé de l'affrontement Lalanne-Valls à l'affrontement Lalanne-Dieudonné. Pour l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de qui? De Valls. Regarde ce qui se passe dans cette circo. Les socialistes, soi-disant, ils vont exclure Valls, d'accord? Et ils ne présentent pas de candidat contre lui. Dans l'intérêt de qui? De Valls. C'est que dans l'intérêt de Valls. En Marche, soi-disant, ils n'acceptent pas Valls, mais ils ne présentent aucun candidat devant lui. Non, mais c'est pire que ça. Ils abandonnent 3 candidats possibles et valeureux qui ont fait campagne pour l'actuel président, qui se retrouvent sans moyens et sans pouvoir revendiquer le mouvement pour lequel ils se sont battus. Dans l'intérêt de qui? De ces militants-là? De ce mouvement-là? Non, dans l'intérêt de Valls. Valls qui sait très bien que l'électorat de droite il est très faible dans le coin, même l'électorat du Front National est très faible. Il sait très bien que s'il y a 3 candidats d'En Marche qui se présentent, eh ben, ça va émietter. Il sait très bien que localement, il y a des affrontements entre les diverses forces de gauche, entre la France Insoumise, entre le Parti communiste, entre le Front de gauche, qu'il va y avoir donc un émiettement des voix de gauche, etc. Il a un problème tout d'un coup. Francis Lalanne, ça c'est un vrai problème, parce que je soutiens un candidat citoyen, tu vois. Et là, il y a un vrai problème. Ça me permet de mettre la lumière sur Jacques. On découvre Jacques, on s'aperçoit qu'il est pertinent, que oui, ça peut être un député merveilleux, que c'est un gars qui vit dans un HLM, qui connaît bien la vie des gens, c'est 30 ans de bénévolat au service des plus défavorisés, etc., que c'est un gars bien. Ça commence à prendre, et là, tu as Dieudo qui arrive là. Et qui transforme tout ça en mascarade, parce qu'il s'en fout des gens de la circonscription, il s'en fout, tu vois, il va... Alors, peut-être je suis à côté de la plaque, tu vois, peut-être que le gars, effectivement, il n'a jamais tenu de propos antisémites, alors pourquoi il est condamné pour propos antisémites? Peut-être que le gars n'a jamais fait d'incitation à la haine, alors pourquoi il est condamné pour incitation à la haine? À la prison ferme. Alors peut-être que le gars, effectivement, un jour, il s'est réveillé en se disant, oui, de manière très sincère, il faut que je consacre les 5 prochaines années à régler les problèmes des électeurs de la circonscription, la première circonscription de l'Essonne, et que, oui, vraiment très sincère. Faut arrêter, il en a rien à foutre, il est venu régler des comptes personnels et faire du show avec ça, et faire de la thune avec ça. Franchement, oui, j'étais super en colère, super indigné, et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que finalement, je me suis senti très seul à être aussi indigné, tu vois. Et les mêmes qui t'expliquent que si tu vas voter pour le Front National au 2e tour, ça va être le retour de la Shoah, et tout d'un coup, Dieudo, il arrive, il se présente, et ça dérange pas ces gars-là. Bah, ils l'ont quand même un peu gratiné dans les médias, ils ont pas... Ah bon? Oh oui, il s'est fait gratiner. Ah non, je crois pas. Non, tu trouves pas? Non, je crois pas. Je crois que le gars qui a gueulé plus fort, c'est moi. Bah, c'est vrai que le fait que toi, t'en aies parlé, moi, ça a été repris par la presse. Bah, c'est ça qui a été repris par la presse. Parce que si moi, je fais pas ma tribune dans l'IB, si moi je fais pas ma tribune dans l'IB, personne ne s'offusque de sa candidature. Alors, effectivement, c'est devenu... le sujet, mais c'est pas le sujet. Non, mais parce que le sujet, écoute-moi, le sujet, c'est la première circo de l'Essonne, les enjeux de cette première circo, et la fin du règne d'un homme politique qui incarne la corruption, l'opportunisme, l'incompétence, et qui continue avec une arrogance incroyable à se présenter comme étant l'homme providentiel. Alors maintenant, je n'aime pas, je n'aime pas l'idée d'avoir pu le blesser. Ça c'est, mais parce que je supporte pas l'idée de blesser qui que ce soit. C'est pas mon propos. Quand je dis quelque chose, je dis ce que je pense, et je le dis avec honnêteté, et je continue à penser ce que je pense de ce qu'il a fait. Mais franchement, je crois que cette histoire, ça devrait se régler
autour d'un verre, entre lui et moi. Eh ben, on lance l'invitation ce soir. Mais faisons la paix. Mais moi, je suis pour la paix. Moi aussi, donc c'est pour ça. D'accord. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Moi, je t'aime beaucoup, Francis, et je suis pas hostile à Dieudonné plus que non, ça. Non, mais moi, je suis toujours voilà. en colère contre tout ça. Donc, je préfère que vous voir justement en disant, bah voilà, vous allez boire un coup ensemble et voilà. Moi, je suis. Et tu sais que les Français seront plus contents de ça, tu vois, De toute façon, au stade où en sont venues les choses, parce qu'on en est venu aux mots comme d'autres en viennent aux mains, je reconnais. De son côté, d'ailleurs, j'aurais à dire, mais tu sais, moi, quand je le vois faire un show, je vois un artiste qui fait un show. Bah oui. Bon, je suis le sujet du show, mais putain, son show, il est plutôt bien, quoi. Je veux dire, moi, franchement, si je trouvais le gars honorable, je pourrais même être flatté, tu vois, de l'énergie et du travail, tu vois, qu'il a déployé pour faire le show Lalanne. Mais je ne trouve pas son attitude honorable, donc je ne peux pas me sentir flatté. Maintenant, c'est sûr que, vu la façon dont on est opposé là, tu vois, moi son procès, je m'en tape, hein, mais franchement, je trouve ça même grotesque. Mais de la façon, donc il peut continuer son procès, moi j'en ai rien à foutre. Mais si demain, on était capable, lui comme moi, de créer entre nous, à l'abri des regards, ce que j'expliquais tout à l'heure, les conditions de l'amitié, c'est-à-dire le fait de se parler en accordant à l'autre le crédit de ses arguments, et qu'on était capable de sortir de là en paix, on aurait quand même donné un bel exemple aux gens. Bah oui. L'exemple que même des gens totalement opposés, totalement dans une opposition totale et même violente, peuvent s'apaiser et créer les conditions d'une entente. Si on était capable, lui comme moi, de faire ça, je pense qu'on aurait... vous sortirez grandi tous les deux. En tout cas, on donnerait un bon exemple aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et en tout cas, c'est notre rôle de donner un bon exemple. Alors pourquoi pas. Bien sûr. Pourquoi pas. Ça te rappelle, tu sais, la fameuse image, tu connais Bob Marley quand il fait son fameux grand concert à Kingston, et puis tu as les deux opposants on pourra en comparer aujourd'hui Sarkozy-Hollande, quoi, les deux opposants politiques de l'île. Et puis les deux viennent voir le concert de Bob. Et c'est pas prévu du tout. Et il leur dit, si vous voulez montrer que vous œuvrez pour les gens et pour le bien-être commun, et moi je vous demande à tous les deux, vous venez sur scène là avec moi. Et les deux jouent le jeu, donc les deux opposants viennent, et Bob les prend comme ça par la main, et lit les mains, et dit, voilà, c'est ce que les gens attendent. Enfin, ça a été En tout cas, si on prend un tout petit peu de recul, et si on analyse les conséquences, en tout cas de la candidature de Dieudonné dans la Circo, c'est que c'est une candidature qui ne profite que à Valls. Donc, tu peux au même imaginer, quand tu connais les amitiés de Dieudonné et les amitiés des amis de Dieudonné avec Valls, tu peux même imaginer, sans faire de la politique fiction, que Dieudonné il arrive dans la circonscription à la demande de Valls. Parce que... Non mais, ça va loin, non mais attends, tu veux qu'on fasse la chaîne des amitiés ? Bien sûr, vas-y. Refaire Soral, refaire Valls, Soral Dieudonné, tu vois. Parce que si vraiment il voulait la peau de Valls, faut pas venir. Il y a tout ce qu'il faut dans la Circo pour en finir avec Valls. Là, il a donné à Valls des chances qu'il n'avait pas. Tu vois, en semant tu penses que voilà, il perturbe le complètement. Il a fait vivre un cauchemar à la Circo parce que jusqu'à son arrivée, ça prenait une bonne tournure là, l'affrontement des forces citoyennes face à Valls, via Francis Lalanne, qui est un responsable politique depuis 15 ans, d'une formation citoyenne écologiste. Tu vois, il n'y avait pas... personne rigolait. Tu vois ce que je veux dire ? C'était, tout le monde n'est pas informé de mon action politique de terrain depuis 15 ans, mais si tu veux, il n'y avait pas d'incongruité. Mais à partir du moment où il est arrivé, c'est devenu, tu vois, l'argument de dire, ouais, c'est quoi, ces artistes, ils viennent faire un show, etc. Tu vois, les électeurs, les électrices, ça a discrédité complètement déjà mon action à moi, l'action des autres candidats citoyens, en se disant pourquoi il y en a tellement, etc. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça a foutu
tellement le why là-dedans que, du coup, les électeurs et les électrices de la Circo, ils ont souffert de ça. Et ils souffrent de ça parce qu'on a un peu ridiculisé, du coup, la campagne des uns et des autres face à Valls. Et tu penses que ça profite à Valls? Mais ça ne profite que à Valls. Tout a l'air organisé, en tout cas, sur la Circo pour que Valls soit élu. Hein. Et le paradoxe qui risque d'arriver, c'est que c'est comme ça tu vois, par élimination des forces qui pourraient s'opposer à lui de manière légitime, eh ben ce gars-là peut se retrouver député, dimanche, d'une circonscription qui le conchit. C'est-à-dire que le gars, il va être député d'une circo où il ne pourra même pas marcher dans la rue, il va se prendre des caillasses et des crachats. Et il va être député pour le 4e mandat, alors qu'il va avoir à voter la limitation des mandats à 3 mandats. Tu vois, on arrive à une aberration. Et ça, c'est l'aberration du système politicien tel qu'il est conçu aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ça, à mon avis, qu'on peut mettre fin si on arrive à envoyer des indépendants à l'Assemblée nationale. Okay. Bon, bah écoute, c'était intéressant et je pense voilà. merci d'avoir répondu à la question. Écoute, fallait que ce soit toi. Hein. Oui, bah tant mieux. Bah merci. Parce que on me l'a posé 50 fois la question, alors il me dit, mais il faut que tu poses cette question. J'ai dit, bon, je vais la poser. Donc ça va, c'est bien. Je suis pas viré. Mais pas du tout, mais au contraire, pas du tout. Non, mais c'est très bien. Justement, moi, les choses sont claires et tu as parfaitement répondu. Et que, voilà, il n'y a pas d'hostilité. Comme tu as dit, ça serait mieux que ça se termine devant un café que devant un tribunal. Oui, mais alors sans le show-off. Sans le show. Juste deux âmes, deux hommes, deux artistes. Deux êtres humains. Dieu nous entendra. En tout cas, le message lui est lancé. Voilà, parce qu'il pourra, quelqu'un, j'imagine. Je ne lui ai pas lancé de message. Non. Arrête. C'est moi. C'est toi. Je prends responsabilité. Moi, j'ai juste dit que voilà. C'est moi qui prends ma responsabilité. Moi, je suis comme Bob Marley ce soir. Voilà, on m'a dit pas en mode Bob Marley. J'ai pas les locks, mais je vais faire l'union. Non, l'union, non. Non, quand j'ai dit l'union, les mots ont un sens. Si déjà on est capable de parler, faire la paix. Et de faire la paix, déjà, c'est pas mal. Parce que tu sais, regarde, quand tu penses à quelque chose, tu sais, moi, quand je pense au passé, je me dis, le CNR, t'imagines quand même, ça n'a pas dû être facile pour les mecs. Il y avait des mecs de la cagoule, on pourrait dire l'extrême droite, avec des mecs du Parti communiste. Ce qui reviendrait aujourd'hui à dire, en gros, on va dire des partisans de Marine Le Pen assis avec des partisans de Mélenchon dans la même organisation. Conseil national de la résistance. Mais ils le savent, ils le savent. Oh non, ils sont au taquet. Là, j'ai pas de souci. La majorité du public, ils sont au taquet. Ce qui veut dire que, t'imagines quand même à l'époque, ils ont su surmonter leurs idéologies, leurs égos, on pourrait dire leurs différences, même leur rancœur, au nom de l'intérêt supérieur de la France. Est-ce qu'on est capable de ça aujourd'hui? Moi, je suis capable de m'entendre avec des gens qui ne pensent pas comme moi, mais je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui est antisémite. Et je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui fait de l'incitation à la haine raciale, ou à la haine d'une religion, ou à la haine tout court. Ou à la haine tout court. Non, mais je ne peux pas m'entendre avec lui. Tu vois, je ne peux pas. Je peux parler avec lui, je peux parler de manière paisible et pacifique avec lui, en développant des arguments. Je ne peux pas m'entendre avec lui. Non, mais tu sais bien que souvent, par exemple, antisémite, c'est quelque chose que les gens ils disent, mais tu peux pas prouver que t'es pas antisémite ou que tu l'es. Enfin, c'est presque, tu sais, c'est des espèces d'attaques. Antisémite, la personne, comment elle va se défendre, elle va dire, mais j'ai un pote juif, j'ai un machin, et il y a rien d'autre comme défense, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on te met, tu vois, sur toi. Mais quelle défense tu peux avoir contre ça? Non, mais l'antisémitisme existe. Ah oui, alors dans ce cas, c'est des écrits ou des choses, des pensées profondes. Quand même, je pense pas que la justice belge soit complètement à côté de la plaque, tu vois. Non, mais Amis belges, ils sont en droit de regarder, mais bon, ils savent que... Non, mais je suis désolé, je veux dire, à un moment donné, je veux bien tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu vois, il y a eu première instance, appel et cassation, d'accord? Et voilà, on a conclu à la profération de propos antisémites. Pour son spectacle. Non mais attends, tu vas pas refaire le jugement. Non. Après, ce que tu peux me dire, à la limite, ce que j'aimerais qu'ils me disent, tu vois, c'est, écoute, ça a été jugé comme ça, mais c'était pas mon intention. Mais putain, mais qu'ils me le disent. Mais je crois qu'ils le disent. Enfin, non. Et puis surtout qu'ils le disent à tout le monde. Tu vois, qu'ils se fassent filmer comme ça en disant, il ne faut pas être antisémite.
Je suis contre l'antisémitisme. Qu'il soit clair, qu'il mette les points sur les i. Attends, mais je serai le premier là, mais je lui présenterai mes excuses. Mais moi, je crois qu'il le dit. Sincèrement, je Non, ne non, le connais non, pas non, perso, non. mais je crois qu'il Non, le dit. il le dit pas. En tout cas, moi, je l'ai jamais entendu Tu l'as jamais entendu dire non. ça. Et en tout cas, je trouve que c'est, tu vois, c'est pas clair. Alors, mais je serais ravi qu'il soit pas antisémite. Et puis je serais ravi qu'il me refasse rire comme il me faisait rire avant qu'il joue les Torquemada, tu vois, de la conscience. D'accord. Voilà. Alors, il y a plein de questions. Tu imagines bien, on va finir dans 10 minutes maximum. Voilà, 10 minutes, c'est terminé. Ouais. Donc, je vais prendre quelques questions du public, puisque depuis tout à l'heure, ils vont être frustrés. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, etc. Alors, évidemment, on t'a répondu à l'affaire Dieudonné, donc je ne vais pas revenir dessus. Merci. Voilà. Non, mais parce qu'il y avait beaucoup de questions qui la concernaient. On me dit, cher Francis, j'ai entendu dire... Cher Francis. Ah oui, cher Francis. Ah. J'ai entendu dire de ta bouche, me semble-t-il, en début d'émission, que c'était le message qui est important et pas le messager. Donc, ma question, que penses-tu de mettre des caméras dans les tribunaux? J'ai été fustigé et condamné par la justice pour des raisons diverses et variées, uniquement par une magistrature corrompue. Voilà. Et elle parle donc évidemment de pédophilie, une affaire qui a concerné sa fille. Et elle dit qu'elle a été condamnée et elle se demande si elle est forcément coupable, si elle est condamnée. Alors est-ce qu'elle souhaite des caméras dans les tribunaux? Alors, elle le souhaite, oui. Visiblement, elle le souhaite. Parce que moi, pour ma part aussi, je suis pour. Parce que je trouve que la justice s'est rendue au nom du peuple français. On doit savoir ce qui s'y passe, quoi. Parce que c'est le minimum. C'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Mais moi, de toute façon, pour aller dans ce sens, je pense qu'on n'a jamais assez de transparence. Est-ce que la caméra est claire? Est-ce que la caméra est objective? Qui est derrière la caméra? Qui filme? Qui retransmet ce que la caméra filme? Alors, c'est très important. Tu vois, c'est des questions très importantes à répondre. Oui. Avant de dire oui, il faudrait des caméras, il faut répondre à toutes ces questions. Mais tu crois pas justement qu'il faut dire oui, on veut les caméras, et après justement on dit il y a plein de questions qui se posent, et c'est les questions que tu viens d'expliquer qui sont très importantes. Je dirais en ce qui me concerne, oui, il faut plus de transparence. Comment est-ce qu'on crée la transparence? Est-ce que la caméra est le bon moyen? Ou est-ce que peut-être, plutôt que des caméras, ne faudrait-il pas rendre les délibérations publiques? Peut-être les deux, ou en tout cas... Non mais tu vois... mais c'est vrai intéressant, c'est des pistes. Là, tout de suite... Oui, bien sûr, c'est des pistes. Et je m'en excuse auprès de madame, je ne me sens... Là, tout de suite, là, tu vois, je ne me sens pas capable de répondre de manière tranchée à cette question, parce qu'elle m'interpelle, cette question, peut-être parce que je ne me la suis pas posée, peut-être parce que je n'ai pas vécu ce qu'a vécu cette dame. En tout cas, de la transparence... Oui. Moi, dès qu'on veut cacher quelque chose au peuple dans une démocratie, pour moi, on cesse d'y être. Alors après, comment est-ce qu'on montre? Voilà. Et qui montre et quoi? Voilà. Mais, mais sur le principe, c'est quelque chose qui peut se réfléchir. Ah non, mais sur le principe, madame met le doigt sur un problème de fond, tu vois, qui doit absolument être traité. Tu sais ce que disait Victor Hugo? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte. Alors, comment peut-on faire remonter ce fond à la surface sous une forme qui soit fidèle au fond? C'est une question qu'il faut absolument se poser, parce que le problème de la transparence est au cœur de la dérive démocratique. On est en dérive démocratique par absence de transparence. D'accord. Justement, en parlant de transparence, la prochaine question, on me dit, est-ce que, bonsoir Francis, peut-on mettre la composante de la franc-maçonnerie dans votre débat, puisque c'est bien une société puissante qui tire les ficelles et de la République, et son implication ne peut plus être niée? Merci de votre réponse. Alors, parce que ça, c'est vrai. Alors, tu sais bien, la franc-maçonnerie, tu prononces ce mot-là, évidemment, tout de suite, aujourd'hui, on te dit « Ah, mais conspi, monsieur, c'est du conspirationnisme ». Alors que tout le monde sait que ce sont des réseaux qui existent, des sociétés secrètes, ils préfèrent le nom de discrètes, d'ailleurs. Oui, parce qu'elles ne sont plus vraiment secrètes aujourd'hui, mais elles se veulent discrètes, et elles se veulent, comment dire, elles se veulent, comment dire, à l'abri justement
à l'écart, en fait. Je pense que c'est plus une façon de vouloir prendre du recul. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas... la théorie complotiste sur la maçonnerie, je la comprends. J'adhère pas complètement dans la mesure où si la maçonnerie est une société humaine, elle a donc forcément les qualités et les défauts d'une société humaine. Je veux dire que il y a certainement des maçons sans tablier, des maçons avec tablier, des bons maçons, des mauvais maçons. Bon. C'est quoi après le principe qu'on conteste? C'est le principe d'une organisation clanique qui va fonctionner pour elle avant de fonctionner pour le reste du monde. On n'empêchera jamais dans une société une compartimentation, quelle qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit communautariste, qu'elle soit religieuse. Je veux dire que la fragmentation d'une société, c'est même, j'allais dire, utile à l'évolution d'une société. Parce qu'une société, elle ne peut pas fonctionner uniquement de manière globale. Elle a besoin aussi de procéder par fragmentation. Tu vois, justement, si on veut éviter l'éclatement d'une société dans la globalisation, il faut penser en permanence à créer des minorités, à fragmenter cette globalisation pour que justement l'individu puisse toujours se retrouver dans une forme d'expression alternative, tu vois. Tu vois, le pouvoir, moi mon maître Léo Ferré disait le pouvoir c'est de la merde. Moi je crois que c'est ça le problème. C'est comment réguler le pouvoir pour éviter toute forme de dérive, qu'elle soit occulte ou pas. Mais moi, j'ai rencontré des francs-maçons qui étaient des êtres absolument merveilleux et absolument pas soupçonnables de ce qu'on dit là. Donc je pense que généraliser sur le principe maçonnique en disant qu'en soi, il constitue une puissance occulte qui a vocation à servir l'humanité en instituant un pouvoir pérenne par des moyens occultes, je pense que c'est une vision un tout petit peu caricaturale du principe maçonnique et des principes maçonniques qui sont ceux d'une philosophie humaniste lorsqu'on les connaît. Ce sont des francs-maçons qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont des francs-maçons qui ont écrit la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui sont très probablement aussi la Constitution corse qui a précédé la Constitution, qui a été la première Constitution démocratique, etc. Les francs-maçons, ils ont joué dans l'histoire un rôle plutôt humaniste. Ont-ils également joué un rôle négatif, nuisible à l'harmonie sociale? Certainement. Certainement. Pourquoi aurait-il été, préservé de la souillure de l'âme humaine? Non. Un homme, une femme, une âme humaine reste humaine. Qu'est-ce que l'être humain? L'être humain, c'est le seul être vivant qui a une conscience autonome. Et par cette conscience autonome, a développé à la fois la jouissance du bien et la jouissance du mal. C'est ça, un être humain. Donc, bien évidemment, dans chaque organisation humaine, on trouvera le pire et le meilleur. Et je pense que forcément, dans la maçonnerie, on trouvera le pire et le meilleur. Voilà, bah écoute, c'est une belle conclusion. On arrive à la fin, en plus... De cette entrevue. Merci, un petit mot pour finir, peut-être, puisque là, on rend l'antenne. J'aurais pas pu poser toutes les questions, désolé. Je reviendrai. Avec plaisir. Alors là, avec grand plaisir. Je vais pas faire le coup des candidats qui viennent juste une fois tous les 5 ans et le reste du temps... écoute, avec plaisir, comme ça on se refera une émission et on aura les 3 heures pleines sur le canapé. Là, on est en mode, t'as vu, nous aussi, écran vert, fond vert. Non, mais simplement, j'ai envie juste de dire... j'espère que c'est encore l'heure, oui, on a encore 2 minutes. On arrête juste avant. Franchement, là, bougez-vous le cul si vous voulez que les choses changent.
Aidez-nous à vous aider. Cherchez les candidats citoyens indépendants. Des gars comme lui. Des gars comme Jacques Bory, par exemple, dans Ma Circo. Lorsque vous verrez l'Alliance écologiste indépendante, lorsque vous verrez 100%, pensez à tout ce qu'on a dit sur l'indépendance et donnez une chance à l'indépendance. Voilà. Et je ne dirais pas vive la République, vive la France, je dirais vive la France, vive l'indépendance. Eh ben voilà, écoute, ça tombe très bien parce que voilà, donc merci à la régie, merci au modérateur, grand merci évidemment à tous ceux qui ont participé à cette campagne. Pour ma part, je ne peux pas oublier évidemment Kamel, Damien, Tom, Maria, évidemment Lies, Matt, Steph, Alain, qui ai-je oublié, j'ose pas imaginer en avoir oublié. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, merci à tous ceux qui étaient dans la rue, qu'on a rencontrés, qui ont été vraiment formidables. Et voilà, les gens, voilà, encore une fois, voilà, toutes mes pensées vont pour vous. Merci aux métanautes aussi, même si vous êtes des petits grincheux des fois, certains. Et tu voulais rajouter? Oui, parce que tu vois, tu parlais des gens que j'ai rencontrés. Ouais. Et il y a un gars qui m'a pris en stop pour m'emmener d'un endroit à l'autre parce que j'étais en retard et j'avais un candidat, bref. Et il me dit, vous savez, monsieur Lalanne, ce que vous faites, vous le faites avec votre cœur. Il y en a d'autres qui le font par intérêt. Et souvent, c'est eux qui gagnent. Mais si vous gagnez, un jour, vous pourrez vous dire que votre victoire, c'est pas la même victoire. Et en fait, moi, je préfère perdre avec mes valeurs que gagner avec les valeurs qui abîment le monde. Et c'est pour ça que je sais que, voilà, même s'il faut être patient, si le jour où je gagnerai, si je gagne, ben, je sais au moins que je connaîtrai la nature de ma victoire. Voilà. Et ben voilà, bon écoute, tout le monde, en tout cas, nous dit merci, il nous donne des encouragements. Merci à vous, encore une fois. Vive la France, vive l'indépendance. Et si vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, 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 ciao tout le monde. Ciao.